Bonjour à tous, merci d'être là pour cette troisième conférence organisée par l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. On a la chance de réunir aujourd'hui Jean-Paul Barbé, qui est le président du comité des banques FPF Île-de-France et qui est également délégué général Île-de-France Sud de la Société Générale. À son côté, Dominique Keignard, qui est directeur réseau Île-de-France et DOM de BPI France. Et Xavier Raher, que vous connaissez bien désormais, puisque c'est devenu un fidèle de nos émissions, qui est chef du service protection du tissu économique de la Directe Île-de-France. Alors, on va aborder aujourd'hui deux sujets principaux, qui sont le PGE et le Fonds de solidarité. Mais comme vous êtes absolument fan de questions sur l'activité partielle, on a également sélectionné quelques petites questions en fin de séquence pour garder avec nous Xavier, qui se fera un plaisir d'y répondre. Et donc, on aura une troisième partie supplémentaire sur l'activité partielle. Alors, on va démarrer tout de suite sur les problématiques de financement. Jean-Paul, quel est votre sentiment général aujourd'hui sur le dispositif qui a été mis en place? Comment les banques ont accueilli ça? Alors tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Merci Laurent de nous avoir invités, merci de m'avoir invité. Ça permet d'échanger en direct sur un sujet qui est extrêmement d'actualité avec des professionnels et comment va être mis en force le PGE, c'est très important en ce moment. Alors, vous m'avez présenté, mais humainement, je voulais dire quand même que je travaille avec les chefs d'entreprise depuis 39 ans et avec les experts comptables depuis sur à peu près la même durée. Et donc, j'ai un profond respect et une admiration pour votre métier. Toutes et tous présents ici. Et je sais qu'on travaille depuis longtemps la main dans la main. Et je pense qu'en ce moment, c'est plus que la main dans la main, c'est corps à corps, parce que je pense qu'il y a vraiment des sujets. Voilà, je voulais vous donner, avant de démarrer sur la technique pure, des nouvelles du front bancaire. Nos équipes sont engagées à 200%. Toutes les équipes des réseaux bancaires sont engagées à 200% sur le PGE, entre autres. Au niveau de la Société Générale, puisque, comme vous l'a dit Laurent, je suis aussi délégué général Île-de-France Sud de la Société Générale. Sur le réseau de l'Île-de-France de la Société Générale, nous avons 80% d'agences ouvertes, c'est important de le dire. 80% d'agences ouvertes, ils reçoivent sur rendez-vous principalement, compte tenu des contraintes. 100% de nos centres d'affaires sont en état de marche et donc sont opérationnels pour répondre à la demande. Et Dieu sait s'il y a de la demande. Alors vous allez vous dire pourquoi 80% des agences ouvertes? Parce que 20% des agences, malheureusement, nos collaborateurs sont touchés par la maladie, comme tout un chacun. Nous avons plus de 6000 collaborateurs sur l'Île-de-France, les fronts et les bacs, et nous avons beaucoup de collaborateurs, plus de 250 collaborateurs qui sont touchés par la maladie. Voilà, et pour certains, j'ai une pensée pour eux dans des situations cliniques. Voilà, donc j'ai une pensée pour eux. C'est important de parler de l'humain dans ces circonstances. Il n'y a pas que le PGE, il y a des hommes et des femmes qui, comme vous, font tourner l'économie derrière. Voilà, nous avons reçu des milliers de demandes. La Société Générale a reçu des milliers de demandes sur l'Île-de-France. L'ensemble du secteur bancaire sur l'Île-de-France a reçu des dizaines de milliers de demandes en quelques jours. Et notre président de la Fédération bancaire française, qui est Frédéric Oudéa, est intervenu ce matin sur BFM TV, qui est aussi mon patron, en direct. Donc je n'ai pas pu l'écouter parce que j'étais en cellule de crise, mais il a donné des chiffres, et je peux vous les donner. Il a dit qu'il y avait actuellement dans le réseau bancaire 130 000 demandes. Donc vous voyez que c'est très important. Pour 30 milliards d'euros, et d'après les premiers chiffres, 85% des clients qui ont fait des demandes sont éligibles. Donc vous voyez, on n'est pas dans l'épaisseur du trait, on est quand même sur des chiffres très très importants. Alors, pour répondre à ta question, comment j'aborde et comment nous abordons, nous banquiers, je dirais avec deux mots, humilité et détermination. Humilité, parce que je pense que par rapport à la situation sanitaire, il faut avoir une grande humilité parce qu'on en apprend tous les jours et on se transforme tous les jours. Un coup, les masques, il ne faut pas les mettre, maintenant, il faut les mettre, etc. Donc, on a une grande humilité par rapport à la situation sanitaire, et une grande humilité aussi par rapport à la situation financière, parce que je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas comment va évoluer la situation économique qui est extrêmement prégnante en ce moment. Mais avec une vraie détermination, parce que nous sommes déterminés à mettre en place le PGE. Le PGE qui est un pont de trésorerie pour franchir le gué qui, je dirais,
le large précipice qui nous sépare de la reprise. Donc, c'est un pont de trésorerie qui est indispensable. Alors, mon ressenti sur ce que alors, humilité aussi, parce que il y a une dizaine de jours, ouvrés, on ne savait pas ce que c'était que le PGE quand même. Donc, et on apprend en marchant. Il y a beaucoup d'éléments nouveaux qui viennent tous les jours, des compléments, et encore, on attend des éclaircissements sur certains points. Donc, humilité aussi dans mes réponses. Si je ne sais pas répondre à vos questions, je vous le dirai. Et si j'ai la réponse plus tard, je la ferai passer directement par Laurent qui vous la communiquera. Bon, je pense qu'on a un bon panel de réponses à l'heure où on se parle, mais il y a toujours le micro-détail qui peut manquer. Donc, je vous merci de votre compréhension, humilité aussi à ce niveau-là. Moi, ce que je ressens en ce moment, il y a 3 grands types de demandes sur le PGE. Premier type de demande, je dirais, c'est l'entreprise qui a une structure financière solide. Voilà, capitaux propres bien, endettement, ratio solide, qui a un compte d'exploitation historique qui est bien mené, une rentabilité qui est au rendez-vous historique, et puis qui a une trésorerie correcte, forte ou correcte. Voilà. Moi, je dirais pour cette situation-là, il n'y a pas de sujet. Voilà, le pont, il faut le mettre en place. Le seul élément qu'il faut qu'on voit ensemble, et là vous avez un rôle, et j'y reviendrai plusieurs fois, je vous mettrai à contribution plusieurs fois, je nous mettrai à contribution, parce que nous sommes dans le même bateau, ou du moins sur le même pont, c'est déterminer le besoin. Voilà. Donc on a, et c'est une situation inédite, et je dois dire qu'on apprend nous aussi en marchant sur cette situation. D'habitude, on avait des structures d'analyse, etc. Là, tout explose, mais il faut quand même garder certains fondamentaux parce que la dette, il faudra quand même la rembourser à un moment donné. Donc, il y a ce premier groupe d'entreprises où je pense qu'il n'y a pas de sujet, tout va bien se passer. Il y a un deuxième groupe d'entreprises où la situation financière est un petit peu moins solide, où la rentabilité est un petit peu plus faible, un petit peu plus aléatoire, et où les conséquences de la crise, elles sont tellement prégnantes déjà à court terme que ça va à la fois dégrader fortement l'exploitation et donc la rentabilité et donc le résultat net, et aussi affecter la structure parce que ça peut engendrer des pertes qui affectent la structure. Donc là, ça va demander beaucoup plus de professionnalisme et certainement le PGE est un élément de réponse, mais il faudra aussi d'autres éléments de réponse. Et là, c'est là où le professionnalisme bancaire et votre appui va être important. Peut-être va falloir renforcer les capitaux propres, va falloir aller chercher d'autres types de crédits ou d'autres types de ressources. Et après, il y a le troisième type d'entreprise. Et là, je dirais, c'est le plus compliqué, pour pas dire très difficile. C'est l'entreprise qui, historiquement, a une structure financière très dégradée, une rentabilité qui n'est plus au rendez-vous depuis plusieurs années et qui, bien sûr, prend le plein fouet, la crise du coronavirus et qui dégrade encore plus ses comptes. Et là, je ne suis pas persuadé que le PGE soit, d'abord, on le verra tout à l'heure s'il y a des questions, je ne suis pas persuadé qu'elle soit recevable au PGE et je pense qu'il y a d'autres process pour ce type d'entreprise. Bon, alors, vous allez me dire, il y a aussi peut-être un quatrième type d'entreprise, c'est l'entreprise qui a une trésorerie pléthorique, qui n'a pas besoin de PGE, mais qui pointe le nez dans votre cabinet en disant quand même, écoutez, je vais quand même faire une demande, on ne sait jamais, on va se baquer quand même parce que je ne sais pas combien de temps va durer la crise et je préfère avoir quand même un matelas. Voilà. Donc, entre vous et moi, ce n'est pas celle qu'il faut traiter en priorité si on veut payer les salaires d'avril et de mai. Voilà. Alors, je voulais vous rappeler quelques éléments sur le PGE quand même, sans rentrer dans le détail, on y reviendra peut-être. Je voulais vous rappeler 6 éléments importants. Premièrement, le PGE est fait sur ressources bancaires intégralement. Voilà. Certes, il y a la garantie de l'État, mais c'est 100% des ressources bancaires, donc c'est sur les ressources des banques. Le PGE est fait sans aucune marge, c'est-à-dire que la banque ne prend aucune marge. Elle fait le prix coûtant de sa ressource. Troisième élément, sans frais, c'est-à-dire que la banque ne prend aucun frais, quel qu'il soit, pas de frais de dossier. Quatrièmement, il faut le savoir, c'est pas connu, mais si l'entreprise dépose le bilan dans un délai de carence de 2 mois après la date de décaissement du PGE, c'est 100% pour les risques de la banque. Donc c'est important de le savoir. Donc c'est pour ça que je vous disais, l'entreprise qui est en fragilité, on ne va pas mettre en place un PGE, ça ne va pas correspondre. La banque prend quand même 10% du risque. Voilà, donc c'est pas neutre sur des gros montants. Et dernier point, 6e point, la garantie de l'État, les 90% de garantie de l'État, il faut savoir, c'est pas connu aussi, c'est pas une garantie à première demande, Dominique le sait bien de la BPI, c'est pas une garantie à première demande, donc c'est une garantie qui pourra être mise en jeu qu'une fois que l'ensemble des recours
auront été utilisés, c'est-à-dire qu'on aurait été du bout de toutes les procédures. Donc, vous voyez, on n'est pas arrivé, si l'entreprise, je ne lui souhaite pas, à une situation critique, ça sera dans des années, voire des dizaines d'années, s'il y a de l'immobilier, s'il y a des choses, etc. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, pour faire la synthèse, nous sommes sur le même pont, nous sommes ensemble, et vous avez besoin de nous, et nous avons besoin de vous pour principalement déterminer le montant du PGE. Donc, c'est là que votre professionnalisme va intervenir, conseiller le chef d'entreprise, voir entre ce qui va pouvoir être consolidé après, puisque vous savez que le PGE, c'est un crédit de 12 mois dans un premier temps, avec la garantie de l'État à 90% sur 12 mois, et après, à la demande unique du chef d'entreprise, la banque n'a aucun droit de veto là-dessus. À la demande du chef d'entreprise, il peut soit rembourser intégralement son crédit de 12 mois, soit repartir sur maximum 5 ans en plus. Donc, ça peut faire un crédit de 6 ans avec la garantie de l'État à 90%. Voilà, et seul lui est décideur. Donc, à chaque stade, on a besoin des uns des autres, déjà à l'entrée pour définir le montant du PGE, combien, et le justifier. Voilà. Et si on n'a pas le chiffre d'affaires 2019, une attestation de l'expert comptable. Voilà. Donc, je sais que vous avez un document de présentation des dossiers qui est plutôt sympa. Je trouve bien fait. Donc, vous pouvez l'utiliser auprès pour conseiller vos clients et appuyer le dossier auprès des organismes bancaires. Il y a aucun souci. C'est plutôt bien fait. Donc, à ce stade-là, après, au bout des 12 mois, enfin, avant les 12 mois, puisque 4 mois avant, il va falloir se décider sur qu'est-ce qu'on fait aux 12 mois, savoir si vous allez partir sur un prêt à moyen terme et sur quelle durée, sur l'intégralité ou sur une partie. Voilà. Donc, il y a tout un tas de questions qui vont se poser, mais dans le premier temps, c'est quel est le montant du prêt. Ce que je voulais vous dire, c'est que il n'y a pas d'urgence. Il faut traiter les dossiers. Il n'y a pas d'urgence pour faire la demande si l'entreprise n'a pas un besoin immédiat. Vous avez jusqu'au 30 décembre. C'est-à-dire 30 décembre, dépôt de la demande. Voilà, c'est pas mise en place des fonds. Donc, vous voyez, il y a du temps. Par contre, il y a des degrés d'urgence en fonction des entreprises et je vous demande de les qualifier ensemble, qu'on les qualifie ensemble. Nous-mêmes, on les qualifie parce que avril, il y a les payes à faire, mai, il va y avoir les payes à faire et donc il y a des échéances à passer et il faut qu'on soit bien ensemble sur ces sujets-là. Avant de partir sur les questions, je voulais vous dire, et je pense que vous l'avez, mais il y a 2 éléments qui sont vraiment indispensables. C'est ce document qui fait 2 pages, qui est très court, mais c'est les prêts garantis par l'État du ministère de l'économie et des finances. C'est indispensable, ça fait partie des incontournables. Et il y a un document qu'on attendait, et qui est le FAQ, la foire aux questions-réponses. Des prêts garantis par l'État. C'est un document qui fait 13 pages et il y a beaucoup de réponses aux questions que vous pouvez vous poser. C'est sorti il y a très peu de temps, le 31 mars 2020, et je pense que ça sera actualisé régulièrement en fonction des éléments nouveaux. Voilà ce que je voulais dire dans mes propos introductifs, mon cher Laurent. Merci Jean-Paul, c'était très clair. Alors, on va rentrer un peu maintenant dans le détail de ce PGE avec des questions qui nous ont été posées par mail et on a également un chat où je peux voir apparaître les questions de mes confrères. La première, c'est concrètement, c'est quoi les critères d'éligibilité des entreprises? Pourquoi est-ce que le dispositif n'est pas automatique? Alors, j'ai compris qu'il y avait effectivement une part de risque à la banque, mais oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas automatiser le process pour les entreprises qui sont 5+? Pourquoi demander des documents? Alors, le process n'est pas automatisable puisque justement, l'État, enfin la BPI et l'État s'appuient sur les réseaux bancaires, sur l'expertise des réseaux bancaires, justement, et à laisser 10% de charge de risque à la banque, justement, pour bénéficier de l'expertise des réseaux bancaires et de ne pas partir n'importe comment, sur n'importe quel montant, parce que toute entreprise n'a pas besoin de 25%. Voilà pourquoi c'est pas automatique. Après, je lis la question, quels sont les critères d'éligibilité des entreprises? Pourquoi le dispositif n'est pas automatique? Je viens d'y répondre. Alors, quels sont les critères d'éligibilité? Alors, ils sont repris ici, donc je vais juste les résumer. Donc, toute l'entreprise morale ou physique a accès au PGE, même les associations, même les fondations qui ont une activité économique. Il faut qu'elle soit inscrite au répertoire national des entreprises. Donc, toutes les sociétés, les commerçants, les artisans, les professions libérales, agricoles, les micro-entrepreneurs, tout le monde a droit au PGE. Alors après, vous allez me dire, c'est quoi les restrictions? Alors, les restrictions, c'est
d'une part, les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective en date de sortie du PGE, c'est-à-dire du 24 mars. Donc, une entreprise qui était en LJ ou en RJ en date du 24 mars n'a pas droit au PGE. Sauvegarde, donc redressement, liquidation. Je précise, mais que celles qui sont en cours d'exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement peuvent y avoir droit. Les sociétés dites en difficulté aussi au sens de l'Union européenne, donc les sociétés dont les capitaux propres, par exemple, mais il y a 4 ou 5 autres critères, mais là, je vais prendre au moins 10 minutes je pourrais les faire passer à Laurent qui vous les donnera, les critères d'endettement, etc. Mais le principal critère, c'est que 50% du capital social est disparu. Donc là, elles n'y ont pas droit aussi. Les SCI n'y ont pas droit. Les établissements de crédit, comme les banques, et tout établissement de crédit qui donne du crédit à des particuliers ou des entreprises n'a pas droit au PGE. Voilà. Je pense qu'avoir répondu de façon à peu près complète à la question. Alors, je pense que tu as répondu aussi à la question d'après, qui est de savoir pourquoi on nous demande un prévisionnel, alors qu'on pourrait se contenter de demander 25% du chiffre d'affaires. Alors, moi, voilà. j'ai des témoignages pour la question. Ouais, mais je vais compléter quand même, parce que justement, c'est là où on a besoin d'être ensemble. Je réitère mon appel. Il y a eu une communication lors du lancement du PGE qui a été un peu, enfin, entre vous et moi, un peu surfaite. Je ne citerai pas de nom, mais il y a des personnes qui ont prononcé, qui ont dit, c'est comme faire comprendre à tous les auditeurs que le PGE était quasiment indu et qu'il n'y avait pas, on allait demander et personne ne pouvait refuser. Mais voilà, donc je veux rectifier, c'est quand même, à partir du moment où on prend 10% du risque, il faut qu'on étudie quand même et qu'on regarde aussi en fonction du montant demandé. C'est pour ça qu'on a besoin, alors, au-delà d'un prévisionnel, c'est plus le montant du PGE en adéquation avec les besoins. C'est ça le sujet. Voilà. Donc, c'est bien calibré le montant du PGE. Pas demander systématiquement 25%. Voilà. Alors, on me dit que certaines banques se basent sur les charges fixes, d'autres se basent sur le solde des flux nets de trésorerie sur une période de 6 mois. En fait, est-ce qu'il y a un modèle à suivre ou est-ce qu'on établit un prévisionnel et puis on essaie de estimer le besoin? Non, je crois que c'est du professionnalisme, c'est votre professionnalisme, vous, expert comptable, c'est notre professionnalisme, nous, experts bancaires, et c'est le match des deux en discutant avec le chef d'entreprise, parce que le chef d'entreprise, entre vous et moi, est un peu perdu. Hein. Je peux vous dire que moi, j'en côtoie pas mal, ils sont secoués. Hein. Et des fois, ils vous demandent des montants extravagants. Et j'ai passé 1h15 il y a très peu de temps avec un chef d'entreprise au téléphone en lui disant, mais pourquoi... Explique-moi votre demande. Oui, mais je ne sais pas, il peut se passer ça, il peut se passer... Oui, ok, mais vous savez, monsieur le chef d'entreprise, que vous pouvez y revenir autant de fois que vous voulez, jusqu'au 30... Enfin, au mois d'avril, on peut y revenir qu'une fois, c'est une question de... la BPI, mon ami Dominique pourra mieux préciser, c'est une question d'avoir un numéro unique, et sur le mois d'avril, on n'est pas sûr, si une entreprise fait plusieurs demandes, que ça parte un peu dans tous les sens. Donc sur le mois d'avril, on peut faire qu'une demande. Mais après le mois d'avril, à partir du 1er mai, enfin 2 mai, on peut partir sur autant de demandes qu'on veut. Si on veut compléter on peut compléter en mai, on peut compléter. Bon, l'idéal c'est de faire une demande bien structurée, mais pas de stress. On peut compléter autant de fois qu'on veut jusqu'au 30 décembre. Donc si alors après la méthode, chaque banque a son approche. Voilà. Ouais. Donc si on fait un premier prévisionnel et puis on a une demande, mais qui reste encore de la marge par rapport aux 25% du chiffre d'affaires, et que la situation est plus dégradée qu'on l'imagine, ou le retour à la normale est plus long que prévu, on pourra revenir en mai ou en juin et refaire une nouvelle demande. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et alors, la nouvelle demande, le montant repartira pour 12 mois à nouveau. C'est-à-dire qu'on ne se colle pas sur admettons qu'on ait mis en place, je donne un exemple, on met en place à partir du 20 avril une première demande je dis un montant au hasard, 1 million d'euros, et puis on revient au mois de novembre en disant il me faut 500 000 complémentaires parce que je suis un peu juste. Les 500 000 partiront du X novembre, date de décaissement du prêt, donc jusqu'à 12 mois en suivant. Voilà. D'accord, donc ça laisse effectivement du temps en plus pour rembourser cette deuxième échéance qu'on a mis en place. Alors, exactement. On va revenir parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les experts comptables sur les critères de santé financière des boîtes. Juste avant, qu'est-ce qu'on fait en cas de refus de la banque? Alors, en cas de refus de la banque, alors je suggère à vous, mesdames et messieurs les experts comptables, et à vos clients chefs d'entreprise, qui sont aussi nos clients,
d'aller au bout du bout quand même. C'est-à-dire, il est rare qu'une entreprise d'une certaine taille n'ait qu'un seul banquier. Donc, il y a souvent 1, 2, 3, 4 banques, voire plus. Je pense qu'il faut faire le tour des banques, de l'ensemble des banques, pour qu'il y ait une position homogène. Si la position n'est pas homogène, il faut redialoguer avec la banque qui n'a pas, ou les banques qui n'ont pas la position homogène avec la majorité. Voilà, si je peux me permettre. D'accord, donc on peut ventiler l'emprunt entre plusieurs banques. On peut ventiler l'emprunt dans tout état de cause entre plusieurs banques. Bien sûr. Ah, tout à fait, puisque au moment où d'abord on demande au chef d'entreprise et avec son expert comptable à ses côtés d'aller voir le banquier et d'aller voir tous ses banquiers et de faire la demande de crédit oralement avant de demander le numéro avec son sirène sur le site de la BPI pour avoir l'attestation BPI, puisque justement là il va répartir en disant je mets 20% sur la Société Générale, 20% sur la Banque Populaire, 20% sur la BNP, 20% etc., 5%, enfin voilà. Il fait sa répartition qu'il a vue d'abord avec ses banques et il fait qu'une seule demande pour l'ensemble des banques. Et ça, il peut le refaire autant de fois qu'il veut avec d'autres banques. Voilà, il n'y a pas de sujet. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant si on a un refus de toutes ces banques ? Alors, si on a un refus de toutes ces banques, eh bien, il y a la solution de la médiation du crédit de la Banque de France. Voilà. Donc, médiation du crédit de la Banque de France, ce sont des hommes et des femmes avec qui nous travaillons régulièrement. Donc là, ils étaient un petit peu, je veux dire, depuis ces dernières années où le coût du risque en France a été historiquement le plus bas. Je pense qu'on va passer dans une période où ils vont être très sollicités. Déjà, moi, je vous cache pas que j'ai déjà 2 ou 3 dossiers qui vont aller à la Banque de France en médiation parce que on considère que c'est pas recevable et le chef d'entreprise veut quand même y aller. Mais là, on va trouver d'autres solutions que le PGE, quoi. Voilà. Donc, la solution, c'est la médiation du crédit. La médiation du crédit, c'est ça la réponse quand on a un problème, un refus bancaire. Exactement. D'accord. Alors, la question qui suit s'adresse plus à Dominique. À quoi sert la BPI la garantie est accordée par l'État. Pourquoi la BPI rentre dans cette histoire de PGE? Alors, bonjour à tous et bravo Jean-Paul, c'était particulièrement précis parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on découvre tous les jours un peu plus. Alors nous, on a été utilisé de 2 façons. Une façon comme opérateur pour le compte de l'État. Donc, on a mis en place les pipes informatiques et toute la gestion future par notre savoir-faire dans la gestion de garantie pour le compte de l'État. Bon, là, c'est un gros pipe, puisque on attend des centaines de milliers d'opérations dans les mois à venir. Et en parallèle, BPI a développé des produits complémentaires à ce PGE, toujours dans le même axe de cofinancement avec les réseaux bancaires pour immédiatement apporter des solutions. Alors le PGE immédiat et avec une échéance à 12 mois et une extension à 6 ans. Nous, on a lancé un produit qui s'appelle Atout, qui est directement à 5 ans. On a pris cette option-là. Mais bon, avec une puissance d'intervention qui est de 1% par rapport à l'intervention prévue des 300 milliards, puisque l'enveloppe est de 3 milliards au niveau national dans un premier temps. Et on a aussi développé, et on est en cours de signature avec la région Île-de-France, un prêt qui s'appellera alors rebond au niveau générique et backup prévention au niveau de l'Île-de-France. Alors celui-là est particulièrement intéressant. Autant Atout vise la PME, l'ETI en partie cliente et on ne va pas l'utiliser bien sûr comme un produit de prospection, mais donc cliente de la BPI. Le produit rebond backup prévention Île-de-France est lui un produit qui s'adresse à la TPE plus et la PME moins et qui a l'avantage sur des montants qui vont aller jusqu'à 300 000 euros d'être à 0% puisque là aussi la région Île-de-France, par un processus de bonification et de dotation budgétaire, a créé un produit. Alors, on l'annonce pour 300 millions de puissance d'intervention. On va démarrer, et c'est vrai qu'à terme, on a une puissance de tir qui devrait avoisiner les 300 millions. Donc, c'est des produits qui, là, se font sur des durées alors je reprends jusqu'à 7 ans, avec 2 ans de différé en capital sur le prêt rebond backup prévention. Et le prêt Atout, il se fait lui sur 5 ans avec 1 an de différé.
Le prêt à tout n'est pas à 0% puisque c'est un prêt au risque de BPI France et non pas au risque de l'État intégralement. D'accord, donc si je reprends, le prêt à tout, lui, si j'ai bien compris, est un prêt qui vient se rajouter à un crédit bancaire. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir eu un financement bancaire pour pouvoir prétendre un prêt à tout. On est d'accord avec ça ou pas? Voilà. Oui, okay. Alors ça c'est le... Ça, c'est le principe. Oui, alors que le prêt rebond backup qui va être mis en place, alors c'est pas encore opérationnel, ça sera fait avec la région Île-de-France. Si, ça y est, c'est opérationnel. C'est la semaine prochaine. Bah, c'est sûr, à la limite, sur les sites en ligne de BPI ou par votre intermédiaire ou par l'intermédiaire des réseaux bancaires, puisque là aussi, dans l'épure du produit, il est prévu qu'il vienne en appui d'un PGE, puisque c'est le produit d'actualité de la banque. Comme toujours, un BPI France, dans ces situations-là, soit apporter de la garantie, mais là, l'État, vu les enjeux, nous utilise que d'intermédiaires et non pas de garants directs. Et après, il y a les produits de cofinancement de BPI qui sont toujours mis en place avec un prêt bancaire associé. Et dans des très rares cas, quand on considère que la banque est très engagée historiquement et que nous sommes également intervenus, on peut à la limite rééquilibrer l'engagement de la banque et l'engagement de BPI France en faisant un peu plus que la banque, si la banque nous le demande, bien entendu. Alors, j'ai eu un refus de PGE. Je viens vous voir pour un prêt rebond ou pas? Non, a priori non, puisqu'on n'aura pas le prêt bancaire associé. D'accord, donc même pour un prêt rebond, il faut qu'on ait un prêt bancaire préalable. Associé. Ou alors un banquier qui, venant de faire des mises en place conséquentes, se trouve beaucoup plus engagé que nous ne le saurions. Et dans ce cas-là, je vous disais, on pourra étudier un rééquilibrage. Mais ça, on aime mieux que ce soit à l'initiative des banques qui nous expliquent, en l'occurrence, le contexte de cette opération. D'accord, donc si j'ai un refus de ma banque pour mon PGE, je contacte la médiation, pas besoin d'aller voir la BPI. La réponse sera la même. Et si Non, voilà, la réponse sera la même et la médiation, donc là Jean-Paul vous l'a expliqué, on va reparler avec eux puisque c'était plutôt des périodes de base eau depuis quelques trimestres et la médiation, comme toujours, elle va analyser qui des banques étaient impliqués dans l'opération et dans ce cas-là, elle appelle tous les banquiers qui étaient partenaires et impliqués dans l'opération ou dans l'entreprise historiquement. Et on nous demande de faire notre part d'effort pour que l'opération arrive à sortir par le haut. Alors souvent avec des négociations avec le chef d'entreprise. Donc en fait, je n'ai recours à un financement BPI que lorsque ma banque a un niveau d'engagement trop élevé sur ma boîte et qu'elle souhaite adosser une partie du crédit sur la BPI. C'est ça en fait le principe? C'est toujours le même principe. Théoriquement, le principe du cofinancement, il peut être jusqu'à égalité, donc 50-50. En l'occurrence, toutes les opérations en prêt à tout, puisque le rebond on va être lancé la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on a un gros deal flow de prêts à tout en Île-de-France et 90% de ces prêts à tout sont associés à des PGE. C'est-à-dire que l'entreprise, elle est à la fois allée voir son banquier, un ou deux ou trois, son pool bancaire de flux, et en parallèle, elle est venue demander à BPI France immédiatement, alors en général, on essaye de ne pas s'écarter des 25% de chiffre d'affaires, même si le ratio n'a pas grand-chose à voir si c'est une affaire d'importation ou une affaire de prestation de service. Là, je rejoins Jean-Paul, on a besoin de vous. On se pose des nouvelles questions, on se dit quel va être l'impact sur cette entreprise spécifiquement de la crise. Est-ce qu'il a mis ses salariés en chômage partiel? Est-ce qu'il continue à payer leur salaire à taux plein parce qu'il a la trouille de les voir partir? Est-ce qu'il paye les heures supplémentaires historiques? Enfin, il y a des vraies questions. Il y a des boîtes qui font de l'importation qui ont à la limite 5% de valeur ajoutée. Celle-là, on va pas. J'en ai une à décider ce matin, importation d'électronique. Je vais pas lui faire 25% de son chiffre d'affaires si elle a 5% de valeur ajoutée.
Par contre, une boîte qui a 90% de valeur ajoutée, beaucoup de frais fixes et qui met pas son personnel en chômage partiel, il est certain on va avoir de quoi justifier jusqu'à 25% de son chiffre d'affaires. Nonobstant le fait qu'on aura besoin de vous pour estimer aussi après sa capacité de remboursement, même étalé sur 6 ans. Bon, il est vrai que tous nos ratios, tous les logiciels d'analyse de risque, etc., en ce moment, si on ne change pas un peu les codes, on a un sujet pour décider certains dossiers. On doit vraiment changer nos façons d'analyser les dossiers. Bien sûr, c'est indispensable par les corps qui courent. Donc l'intérêt du prêt à tout ou prêt au rebond, en fait, c'est à différer de 2 ans au lieu d'1 an avec le PGE et la possibilité d'être sur une durée de 7 ans, c'est ça? Alors, le rebond, il va être sur 7 ans, 2 ans de différé, 0%. Donc là, on s'aligne vraiment à des conditions, c'est le meilleur produit de la gamme de BPI France depuis longtemps, grâce à la région Île-de-France en l'occurrence. Et le prêt à tout est un prêt, lui, qui est complètement aux conditions de marché. On a extrapolé les coûts de liquidité qu'on pourrait avoir par les temps qui courent pour avoir des maturités immédiates à 5 ans, puisque là, on est clair, hein, le taux de sortie actuellement pour la PME en prêt à tout est à 2,5%. Donc, on est très loin des conditions des prêts bancaires, mais on n'est pas du tout sur la même analyse produit par les dirigeants. Des dirigeants veulent consolider immédiatement, se posent des questions sur le coût de liquidité à 12 mois et balisent, entre guillemets, une partie du chemin en prenant un atout confirmé à 5 ans et prennent tout le reste en PGE. Donc les ratios ça dépend de l'optimisme du dirigeant quant à la situation des marchés et de la liquidité dans 12 mois. D'accord. J'ai sur ces produits, aussi bien PGE que prêt à tout ou prêt rebond BPI, on est d'accord, il n'y a pas de garantie personnelle du dirigeant. Aucune. C'est pas tout à fait c'est pas les mêmes montages que le PGE, les prêts à tout, mais dans tous les cas, il n'y a aucune garantie sur les dirigeants. Ça serait une faute. Il faut surtout pas il y a quelques erreurs d'appréciation, mais il n'y a aucune garantie. D'accord, parce que j'ai entendu dire que parfois les banques demandaient la garantie sur les 10% qui n'étaient pas couverts par l'État. Mais non, elles ne peuvent pas, en fait. Non, mais comme le disait Jean-Paul, entre le lancement, tout ça a 3 semaines. Hein. Tout a été créé en 3 semaines. Ça prouve quand même la réactivité de la profession et la cohésion et la cohérence, puisque en fait là, chaque réseau a pris des engagements unanimes de travailler à prix coûtant, de n'appliquer que la marge. Et tout ça, c'est opérationnel en moins de 3 semaines. Bon, il est certain que quand on a une FAQ au bout de 8 jours qui fait 13 pages, ça veut dire qu'il reste des choses à expliquer. Parce qu'en général, on fait une fiche produit, elle se suffit à elle-même. Bon, là, la fiche produit, elle fait 2 pages. La FAQ, 8 jours après, elle en fait 13. Et c'est pas fini tous les jours. Le diable est dans le détail. C'est là qu'on voit que c'est compliqué et qu'on avance tous en marchant. Oui, Xavier. Oui, Laurent, peut-être un complément sur le sujet quand même. Effectivement, donc si des entreprises ont du mal à être financées dans ce cadre-là, et on sait bien qu'il y a notamment le cas des entreprises en difficulté sur lesquelles on va avoir des difficultés de financement. Il ne faut pas qu'elles hésitent à contacter l'État pour plusieurs raisons. D'une part, effectivement, on a besoin d'avoir aussi un retour du marché pour savoir quels cas sont les cas limites du dispositif pour qu'on puisse ajuster aux besoins. Et l'autre sujet, c'est qu'on s'occupe également du traitement des entreprises en difficulté et que ces difficultés peuvent d'autant mieux être traitées qu'on intervient en amont de la difficulté ou en tout cas quand on n'est pas complètement arrivé en cessation de paiement et donc on peut faire quelque chose. Donc il faut vraiment que les entreprises, même si elles n'arrivent pas à se financer, prennent le soin de nous contacter pour qu'on puisse encore faire quelque chose pour elles si possible et pas qu'on arrive après la bataille quand de toute façon c'était bien trop tard. D'accord. Vous contactez Xavier, on fait comment? On vous envoie un email? Comment ça marche? Sur la boîte, exactement. La même boîte que la dernière fois, je vais le redonner pour que ça puisse être indiqué. Et les entreprises nous écrivent ou nous contactent par téléphone et on prendra en charge leurs difficultés dans les différents départements. D'accord. Donc, alternativement, j'ai un refus de ma banque. 1, je saisis la médiation du crédit sur la Banque de France. Et 2, je vous en informe sur l'email que vous êtes en train de nous donner.
Exactement. C'est le même numéro et le même. Parfait. Je viens de vous redonner pour que les équipes puissent mettre en affichage sur la vidéo. Il faut vraiment que les entreprises restent le moins isolées possible en la période. Ça ne veut pas dire qu'il faut surcharger tous les services en même temps, puisqu'il faut aussi laisser le temps à chacun des intervenants de pouvoir travailler. Mais il faut absolument qu'on soit contacté dans un délai qui permette une intervention des différents services. D'accord. Alors, j'en profite aussi pour rappeler que l'un des syndicats de la profession, dont le nom commence par un E et finit par un F, a mis en place un tableau de suivi pour remonter les difficultés que vous rencontrez avec les banques, pour essayer d'avoir une sorte d'observatoire de la mise en place du PGE et pouvoir être un interlocuteur avec les banques et la FBF. J'imagine que vous allez accueillir ça très favorablement. Ça permettra de régler un certain nombre de difficultés. Dans les questions qu'on me pose sur le chat, il y en a une qui est le problème de l'assurance. Et effectivement, j'ai eu des dossiers de mes clients qui ont été acceptés, mais avec une assurance invalidité d'essai sur la tête du dirigeant. Pourquoi mettre en place cette assurance quand 90% est garanti par l'État? Alors, je peux répondre. C'est une pratique isolée. Oui, bien sûr, c'est pour toi, Jean-Paul. Oui, ben, si la vie de l'entreprise repose sur le dirigeant, ça c'est pour les TPE ou les entrepreneurs individuels, etc. Ouais, c'est ça. Donc là alors on appelle ça une garantie, c'est pas une garantie, c'est une assurance. Voilà, s'il décède, le prêt, voilà. Donc oui, c'est possible, mais la prime est indépendante. Je veux dire, c'est le cas qui est prévu, c'est le seul cas de garantie externe, enfin d'assurance qui est prévu dans le PGE. C'est une assurance sur le dirigeant qui est où l'ensemble de l'entreprise repose sur sa tête principalement. S'il disparaît, l'entreprise disparaît aussi. Et je pense qu'en ce moment, d'accord, donc on parle des petites boîtes, et dans ces cas-là, il est possible effectivement d'avoir une assurance d'essai. Ok. Alors évidemment, tout dépendra de l'âge du dirigeant et du montant, mais ça peut être un obstacle compte tenu des difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui à faire les examens médicaux qui peuvent être demandés. Alors si c'est un montant faible et qu'il a 40 ans, ça va, mais s'il est plus âgé et que c'est plus compliqué peut-être, non? Ouais, c'est au cas par cas. Oui, Dominique. Nous, on voit pas mal de contrats PGE remonter, puisque quand on accorde un prêt, on demande pour la justification de l'accord de la banque en PGE. Donc, on voit les contrats remonter. Et en fait, pratiquement 100% des réseaux proposent l'assurance, mais il y a une ambiguïté, ne l'impose pas. Et il y a aussi une jurisprudence qui prévaut aujourd'hui, où malheureusement, quand on n'a pas proposé ni imposé d'assurance, on peut avoir des héritiers qui sont contre nous pour défaut de proposition. Donc, il y a peut-être des gens qui ont signé l'assurance alors qu'ils ont mal lu et que c'était pas obligatoire, mais la banque est dans l'obligation de proposer. D'accord. Voilà, il y a une mauvaise jurisprudence qui circule en ce moment à ce sujet-là. Ok. Alors, il y a un dispositif qui a été mis en place par le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables qui consiste à passer par un dépôt en ligne de dossier. Est-ce que votre recommandation, c'est d'utiliser cet outil ou de contacter directement le conseiller bancaire du client? Qu'est-ce qui est le plus rapide et le plus efficace? Personnellement, je suis un homme de contact et il faut aller directement vers le conseiller ou si on a des relations avec le directeur de l'entité. Voilà, je pense qu'il y a un lien humain à créer en ces moments-là, de comprendre, de s'échanger, de se parler, de s'écouter. Moi, personnellement, voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est justement pour avoir un contact direct et parler de choses techniques. Voilà, donc une plateforme, oui, très bien. Je veux dire, si après on fait de l'humain, oui, mais honnêtement, c'est humain à humain dans cette période. Alors, ça peut se faire au téléphone ou en visio. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Surtout. Alors, on a le cas, la question se pose, vous savez, où il y a pas mal de néobanques. Alors, j'imagine que ce n'est pas nécessairement toutes vos amies, mais pas mal de chefs d'entreprise ont démarré avec ces banques en ligne qui ne font pas le crédit. Donc, en fait, elles ont des banquiers qui ne sont pas des vrais banquiers. Et donc, elles n'ont pas de relation bancaire. Et aujourd'hui, c'est compliqué d'aller voir un banquier pour ouvrir un compte et faire une demande de crédit. Comment on fait?
Pour ouvrir un compte, ça peut s'ouvrir à distance. On peut s'envoyer des documents à distance. Donc un compte peut toujours s'ouvrir. Et puis une fois que le compte est ouvert, ça devient un client. Voilà. Après, je laisse faire le naturel humain. Hein. Après, voilà. Bon, donc si on vient à la Société Générale avec un nouveau client, vous nous accueillez quand même, malgré la surcharge de travail de vos collaborateurs. Ouais, faut voir ce qu'il y a derrière. Hein. Je donne pas de généralité. Faut voir au cas par cas. D'accord. Alors, on n'a jamais refusé d'ouvrir un compte à un client, voilà, un futur client. Ok. Il faut que ça soit un bon client. Alors, on a des questions. Faut que ce soit un client. Faut que ce soit un client. Faut que ce soit un bon... Alors, est-ce que, alors, j'ai les cas pratiques de sociétés qui ont des filiales qui sont en procédure collective. Mais la tête de groupe, elle, ne l'est pas. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir si la banque peut raisonner de manière consolidée lorsqu'on est dans un groupe d'entreprises ou est-ce qu'il faut que chacune des entités soit, elle, pas en difficulté? Comment ça se combine? Alors, je vais d'abord répondre à une question qui peut se poser sur si on a un groupe, est-ce qu'on peut faire une demande entité par entité ou est-ce qu'on peut faire une demande au niveau de la holding de tête ou une autre entité? Alors, surtout si l'on a une filiale qui est, elle, en difficulté. Surtout si l'on a une filiale qui est en difficulté, en fait. Surtout s'il y a une filiale en difficulté. Donc, qui a priori l'exclut du PGE. Là, je vais raisonner du cas sans filiale en difficulté. Donc, au démarrage du PGE, les premières réponses qu'on a eues aux questions qu'on a posées là-dessus n'étaient pas celles que je vais vous donner. C'était pas possible. Maintenant, c'est possible. C'est-à-dire que, alors, sur un groupe, sur les groupes, les grandes entreprises de plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires et plus de 5000 personnes, donc eux, ils peuvent faire une demande sur l'entité qu'ils veulent. Voilà. Donc, ils ont une souplesse. C'était l'origine. Maintenant, sur un groupe plus petit, mais qui a beaucoup de filiales, ça a évolué. C'était pas possible au démarrage du PGE. Maintenant, ils ont un peu libéré d'ailleurs, ça ressort dans le FAQ. Soit on choisit d'emprunter sur chacun des sirènes de chaque personne morale, le montant qui convient. Voilà. Soit sur une holding de tête ou une entité qui regroupe plusieurs filiales, on décide d'emprunter sur cette entité. Donc c'est soit avec l'ensemble des sirettes, soit avec un sur la holding, donc c'est possible. Maintenant, s'il y a une entreprise en difficulté et dont, etc., il faut voir au cas par cas, quoi. Ça ne sera pas possible sur l'entité. Par contre, sur la holding, cette entité ne pourra pas, à mon avis, rentrer dans la consolidation. Donc, faut regarder au cas par cas. Je ne peux pas faire une réponse générique. Il faut vraiment regarder la structure qui va emprunter et comment ça se présente et quelle est la puissance de la filiale par rapport à l'ensemble. Enfin, voilà. Est-ce que si la filiale tombe, ça entraîne la holding? Enfin, voilà. Donc, il y a un peu d'appréciation. Okay. Parce qu'il y a un élément que je n'ai pas dit, et Dominique pourra le confirmer, c'est que si nous banque, réseau bancaire, on ne fait pas bien l'étude du dossier, c'est-à-dire si on se trompe sur la recevabilité, le jour où on va mettre en jeu la garantie de l'État, la BPI va contrôler et nous dira écoutez, madame, monsieur du réseau bancaire, cette entreprise n'était pas éligible parce que vous l'avez prêté, c'est pas éligible, donc vous avez 100% du risque. Voilà. D'accord. L'État est vigilant, en fait. Non, c'est la BPI qui est vigilante. Je confirme que l'État sera très vigilant au respect des conditions. Jean-Paul, on est payé pour être vigilant. Ouais, c'est pour ça que je dis que la BPI est vigilante. C'est le bras armé de l'État, quand même. Alors, on a beaucoup de questions sur la problématique des capitaux propres négatifs ou inférieurs à la moitié du capital. Est-ce que si je fais une augmentation de capital entre le 31 décembre 2019 et maintenant, est-ce qu'à ce moment-là, il est possible d'en tenir compte dans l'étude du dossier? Alors là, ça fait partie, à mon avis, des jurisprudences qui ne sont pas tranchées à l'heure où on se parle, mais je fais une réponse de bon sens que j'assume moi-même, mais qui n'est pas dans les réponses gouvernementales, enfin ce qui a été mis dans le FAQ. Je pense que s'il y a une augmentation capitale, par exemple, qui se fait le 15 novembre et que la demande se fait le 1er décembre, je pense que c'est bon. Voilà. Alors, si c'est a priori, ça se discute parce que là, pareil, le gendarme,
S'il se passe quelque chose après, la BPI nous dira mais pourquoi vous avez prêté, les capitaux ne correspondent pas. Oui, mais il y avait une intention de. Oui, mais c'était une intention. Si ça ne s'était pas fait, qu'est-ce qui serait passé, voilà. Donc, voilà. Ouais. D'accord. Donc, si par exemple, là, on décide d'une augmentation de capital au 15 avril, dès qu'elle est matérialisée, on vient vous voir au mois de mai et on pourrait obtenir un prêt. Là, on n'est plus dans les cas d'exclusion. Alors, on n'est plus dans les cas d'exclusion, mais après, est-ce qu'on va accepter le PGE sur une entreprise dont la situation a été dégradée? Après, c'est un autre paradigme, si je peux me permettre. Ouais. D'accord. C'est pas un paramètre d'exclusion, mais c'est un paramètre de est-ce qu'il va y avoir assez de puissance pour rentrer un PGE? D'accord. Alors, autre question sur les entreprises en difficulté. Alors, on a bien compris que celles qui étaient aujourd'hui en sauvegarde étaient exclues, pareil pour celles qui sont en redressement judiciaire. Mais l'entreprise qui est sortie de son plan de sauvegarde et qui maintenant est en plan de continuation. C'est-à-dire, en fait, elle a déposé le bilan il y a 3 ans et elle a encore des échéances à payer dans le cadre de son plan de continuation. Est-ce que ça fonctionne, ça? Alors, si elle est sortie des exclusions que j'ai données tout à l'heure, liquidation, enfin sauvegarde, LJ, RJ, si elle est dans un plan de continuation et qu'elle le respecte, oui, elle est éligible, mais je mets le bémol que je viens de mettre à la question précédente. Après, est-ce qu'elle a en capacité 2 et à quelle hauteur elle peut intégrer un PGE? D'accord. Alors, on a des refus de financement qui arrivent sur des sociétés qui sont en fait des intermédiaires. Alors voilà, la question exacte, c'est intermédiaire entre les particuliers et les sociétés d'assurance et les banques pour renégocier les prêts. Vous savez, il y a pas mal de personnes qui se sont lancées dans ce créneau et qui font de l'intermédiation bancaire. Et elles se retrouvent être classées en société de financement. Et donc, par principe, exclues, comme vous l'avez rappelé au début. Alors, pour moi, elle ne rentre pas dans le critère d'une société de financement, puisqu'une société de financement, c'est une société qui distribue du crédit, soit à des particuliers, soit à des entreprises. Donc là, elle ne distribue pas de crédit puisque c'est un intermédiaire, elle perçoit des commissions. Donc pour moi, elle n'est pas dans les exclusions. Maintenant, son business, dans ce contexte-là, il est sacrément secoué. En ce moment, les courtiers, enfin déjà il y avait des prémices depuis quelques mois avec certaines banques, certains réseaux bancaires qui commençaient à serrer un petit peu sur les courtiers. Là, la période va être très compliquée pour eux. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas une exclusion. Ils sont éligibles. Ils sont éligibles. D'accord, donc le motif de refus n'est pas celui qui a été donné en fait au client, mais c'est bien un problème qui est lié au risque spécifique à cette personne-là et pas à son code APE ou son domaine d'activité. J'assume ma réponse. Je ne connais pas le cas particulier, mais j'assume ma réponse. Donc, Alors la question d'après, c'est un client informe l'expert comptable que sa banque lui indique que le PGE n'est pas cumulable avec son découvert autorisé. Autrement dit, si elle lui accorde le PGE, il ne bénéficie plus de son découvert autorisé. Alors, là, on est dans un cas. Alors, que dit l'éthique du PGE? L'éthique du PGE dit une fois que vous avez mis en place le PGE, doit y avoir plus d'argent dans l'entreprise que à la date du 16 mars avant la création du PGE. Donc ça, c'est clair. Donc ça veut dire que le PGE, c'est de la new money. Et en aucun cas, on peut intégrer dans le PGE un refinancement de crédit à moyen terme d'une entreprise. Comme je vous l'ai dit, c'est un pont de trésorerie, ce n'est pas un outil de restructuration de crédit moyen et long terme. Ceci étant, s'il y a un petit découvert, je donne un exemple, s'il y a un découvert, je donne des exemples, peu importe, un découvert de 100 000 euros, que le PGE fait 1 million d'euros, on peut tout à fait intégrer le montant du découvert qui est minime par rapport au new money et mettre 900 000 euros de nouveau et intégrer le découvert dedans pour l'entreprise, c'est tout bénéfice puisque le PGE est beaucoup moins cher qu'un découvert bancaire classique et en plus, il aura la possibilité de le restructurer. Si c'était un découvert structurel, par exemple, il aura la possibilité après de le rembourser sur X années. Donc, à partir du moment où c'est je dirais un agrégat d'un tout, mais pas un constituant d'un tout, c'est possible. Maintenant, en faire une condition sine qua non, je laisse la banque. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de, c'est pas une obligation. Si on peut très bien laisser des crédits court terme à côté, mais on peut aussi intégrer une partie. Voilà. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est une possibilité.
Alors, même question, là, toujours sur ces histoires de difficultés, on me dit, lorsque une entreprise a eu une inscription de privilège par une caisse de retraite, par l'URSSAF, même pour des montants très faibles, pas de PGE possible. Est-ce que c'est un cas d'exclusion obligatoire ou est-ce que là aussi c'est une question d'appréciation de la banque? Est-ce qu'on peut accorder un crédit s'il y a une inscription de privilège qui a été déposée antérieurement? À l'heure où on se parle, je ne l'ai pas vu dans les critères d'exclusion. Voilà. Je ne l'ai pas vu dans les critères d'exclusion. Après, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi il y a eu cette inscription. Et vous savez, quand on tire la ficelle, il y a autre chose derrière. Voilà. Après, mais pour le moment, je ne le vois pas dans les critères d'exclusion à l'heure où on se parle. D'accord, mais c'est pas l'inscription qui en elle-même bloque le dossier, quoi. C'est simplement une question d'appréciation par la banque de la solvabilité. Je pense qu'il doit y avoir un tout, si je peux me permettre. Je ne connais pas le dossier. D'accord. J'ai une question un peu plus. L'entreprise doit être à jour de ses créances fiscales et sociales. Xavier, tu peux confirmer? Oui. Mais il y a un point important. S'il y a une inscription. Je veux bien revérifier sur le cas du PGE, mais on a le sujet sur le fonds de solidarité. C'est que pour être éligible, il faut être à jour de ses créances fiscales et sociales. Donc, on pourra en reparler, notamment pour certains cas, notamment pour les associations. Il faut bien entendu que ceux qui sont assujettis normalement à des déclarations les aient faites déjà. Et pour ceux qui pouvaient avoir des créances fiscales et sociales, à partir du moment où ils ont trouvé un accord avec soit l'URSSAF, soit le fisc, ils redeviennent éligibles. Mais s'ils sont dans une situation d'impayés non moratoriés, dans ce cas-là, ils sont pas éligibles. D'accord. Quand on dit quand on dit à jour en matière fiscale et sociale, c'est bien évidemment avant le 15 mars. Non, c'est à partir du moment où il y a eu un report autorisé. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une dette, que ce soit je sais pas un bout de CFE, un bout de d'URSSAF, etc., pour lequel vous avez obtenu le report de la part de l'URSSAF, vous êtes éligible. Si par contre, et il y a des cas notamment pour des sociétés qui avaient des difficultés qui dataient pas que du 15 mars, ont des dettes sociales ou fiscales qu'elles repoussaient déjà depuis longtemps et sur lesquelles il n'y a pas d'accord avec les créanciers publics, dans ce cas-là, ils sont pas éligibles. D'accord, mais là, c'est logique. Si vous voulez, le système même de l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place, on en reparlera tout à l'heure sur le fonds de solidarité. En tout cas, pour les dispositifs actuels, c'est pas d'aller apporter à fonds perdu de l'argent à des entreprises qui pourront jamais derrière se redresser. Le but du jeu, c'est d'apporter de la trésorerie à des entreprises pour les aider à passer une passe difficile et qu'ils puissent ensuite avoir une activité économique normale. Donc c'est vraiment important d'avoir en tête que c'est pas parce qu'il y a un dispositif que ça veut dire qu'on a le droit de faire n'importe quoi avec. Et c'est justement ce qu'expliquait tout à l'heure M. Barbet, M. Cagnard, ce fait de dire voilà qu'on a un dispositif qui existe, qui peut être mobilisé, mais pour lequel il faut aussi que les dossiers soient faits correctement, que les prévisions de trésorerie soient cohérentes avec le montant qui est demandé, que le montant demandé corresponde à un réel besoin de l'entreprise et que ce soit pas un effet d'aubaine. Et que ça ne permette pas uniquement, on va dire, de restructurer une dette qui n'aurait pas été éligible dans un cas autre. Non, on comprend bien la philosophie. La boîte qui était malade, elle va être achevée avec la crise. La question, c'est quel est le niveau de maladie de cette entreprise. Vous voyez, entre la petite grippe et le cancer généralisé, il y a une marge de manœuvre. Et souvent, on a des entreprises qui parfois ont pu avoir une année difficile. Je rappelle que 2018 et 2019 ont été quand même 2 années très compliquées pour beaucoup d'entreprises en Île-de-France. Après la crise des gilets jaunes, on a eu les grèves de la SNCF et de la RATP. Et donc, il y a pas mal de commerçants qui sont effectivement dans des situations où les comptes sont pas au beau fixe. Et donc, on se retrouve avec des situations nettes qui sont parfois un peu dégradées, mais qui structurellement, dans un monde idéal, si on élimine les grèves de la CGT et les gilets jaunes et le Covid, on arrive à survivre. Donc, vous voyez, est-ce qu'il faut comment gérer ces dossiers-là? En fait, c'est des dossiers qui sont compliqués. En fait, c'est pas nécessairement des boîtes qui sont déjà. Oui.
Ouais, alors c'est justement, ça peut être les cas limites je parlais tout à l'heure. C'est pour ça que, alors bon, si les entreprises ont des difficultés, il faut pas non plus oublier qu'il y a différents dispositifs pour les accompagner, les CIP notamment, centres d'information de prévention. Il y en a à Paris, il y en a dans Bien de sûr, nombreux départements, et notamment en Île-de-France. quand Il y leur participe, hein. a aussi les cellules de prévention des tribunaux qui peuvent apporter un appui. Et puis il y a les services de l'État, notamment la Directe, qui peut prendre en charge des entreprises qui ont des difficultés qui sont plus fortes et qui naturellement ne pourraient pas être traitées dans ce cadre-là. On nous avait déjà rapporté le cas, par exemple, d'entreprises en disant mais oui, mais vous comprenez, en 2015 on a eu les attentats et donc le flux touristique avait baissé. Et puis on a eu différents événements qui se sont succédés jusqu'à présent, et ce qui fait que depuis 2015 on n'a pas un bilan correct. Très bien, et je veux bien entendre d'un point de vue organisation d'entreprise, d'un point de vue économique, quand on a des difficultés qui datent depuis déjà plus de 5 ans, on n'est plus sur une crise conjoncturelle et un besoin spécifique de cash, on est dans un sujet structurel de l'entreprise qu'il va bien falloir traiter. Bien sûr, on est d'accord. Donc la distinction, elle est compliquée à faire sur beaucoup d'entreprises, en fait. C'est ça que je voulais vous signaler. C'est pour ça que pour les cas compliqués, il ne faut pas hésiter à faire appel à la médiation du crédit et aux différents organismes publics qui sont là pour ça. Je reviens sur le fait qu'il faut être à jour de ses dettes fiscales et sociales. Le 15 mars, on a tous reçu une information comme quoi il était possible de différer le paiement de nos charges sociales. Donc on est tous, alors sauf quelques exceptions, en retard du mois de mars, on est d'accord. Donc on n'en tient pas compte de ça. Non, justement, on sait bien que nos amis experts comptables aiment bien avoir une vision extensive du sujet quand ça peut aider, et c'est normal, c'est naturel, mais néanmoins, la règle, c'était qu'il y avait un report possible de l'échéance du 15 mars. Si vous n'avez pas payé celle de février, vous n'êtes pas à jour. On est d'accord. On est d'accord. Donc tout ce qu'on a décalé, vous ayez obtenu un accord de report de l'ensemble des charges, y compris celle d'avant, etc. Dans ce cas-là, vous êtes à jour. Si vous avez uniquement reporté celle de mars en plus dans le cadre du droit là, mais que vous n'étiez pas à jour avant et qu'il n'y a pas de moratoire, vous n'êtes pas à jour. On est d'accord. Donc tout ce qui a été reporté dans le cadre des mesures qui ont été prises en urgence par l'État ne rentre pas en ligne de compte pour savoir si on est à jour en matière fiscale et sociale. On est bien d'accord. Mais si vous avez un accord de report. On a des entreprises, par exemple, qui ont pris la liberté de dire « Ah bah tiens, je considère que puisque on me dit que j'ai le droit de reporter mon URSSAF, et ben je reporte aussi ma prévoyance et je reporte aussi ma retraite complémentaire, etc. » Selon les contrats, c'est pas forcément vrai. Donc, si vous avez une inscription de privilège pour une caisse de retraite complémentaire parce que vous n'avez pas payé votre retraite complémentaire alors que, et qu'en plus vous pouviez être coutumier du fait, mais que l'URSSAF a été reporté, vous n'êtes pas à jour. C'est justement ce que Dominique Héniard expliquait tout à l'heure. Très bien. Alors, en fait, sur ce sujet, hein, nous on a fait l'inventaire sur le site www.appelanexpert.fr de tous les dispositifs, y compris ceux qui concernent les caisses de retraite. Et la plupart d'entre elles ont accepté de décaler le paiement de leur échéance trimestrielle. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de difficultés là-dessus. Donc, on considère que dès lors qu'il y a eu... J'en profite, Laurent, pour juste une petite incise. Comme vous le savez, il y a eu donc un dispositif de report automatique qui a été accordé notamment sur certains secteurs au titre du mois de mars. Néanmoins, Gérald Darmanin l'a expliqué extrêmement clairement, l'objectif, c'est quand même de pouvoir continuer à financer l'ensemble des services publics, ne serait-ce que les hôpitaux et tous les gens qui ont besoin de travailler autour de ça. Et donc, il faut que toutes les entreprises qui peuvent payer leurs charges et leurs impôts les payent, parce qu'à défaut, on n'aura plus aucun argent dans le système public. Donc, à partir notamment du mois d'avril, même s'il y a la possibilité d'un report qui a déjà été annoncé, ce report devait être fait sur demande spécifique. Ce ne sera pas un report automatique, et donc ça veut dire que notamment, si des entreprises ont des échéances pour lesquelles elles ne demandent pas le report au titre du mois d'avril et que elles ne le payent pas et que derrière elles veulent demander un PGE, elles seront considérées comme n'étant pas à jour. Donc si elles veulent avoir un report, il faut qu'il soit demandé. Donc les échéances d'avril, le report n'est pas automatique. Voilà. D'accord. Pourtant, l'URSSAF a annoncé qu'il était OK pour décaler automatiquement toutes les échéances. L'URSSAF est d'accord, à condition qu'on lui demande. On a eu le sujet sur la MSA qui s'est posé justement, on en parlait encore ce matin, où les échéances du mois d'avril ne sont pas automatiquement reportées, ce qui est logique puisqu'à partir du moment où la consigne et que ceux qui peuvent payer le doivent, il est logique qu'il n'y ait pas un report automatique puisque sinon ils ne seraient pas prélevés. Il faut que si vous voulez avoir un report, il faut le demander. Donc ça veut dire que les cotisations sociales du 5 avril
qui n'ont pas été payés, il aurait fallu faire la demande avant. Bah, vous pourrez toujours faire la demande a posteriori, mais il faut, enfin, si le principe est toujours le même, c'est qu'il faut se manifester auprès des bailleurs publics pour que vous puissiez vous mettre d'accord sur un report, sur un échéancier, sur voilà, en fonction du cas. Ce qu'il faut en aucun cas faire, c'est considérer que je paye pas, je bloque tout, et puis on verra dans 6 mois quand je considérerai que j'ai la trésorerie suffisante. Ça marche pas. Il faut que vous obteniez l'accord. J'entends, mais l'URSSAF a bien communiqué sur le fait qu'il y avait un report automatique de leurs échéances, sans demande préalable. Regardez, après, tout le monde, a travaillé avec la MSA, ils nous ont dit le contraire. Mais avec le directeur général de la MSA Île-de-France qui nous a dit le contraire ce matin, justement parce que la consigne était que ceux qui peuvent payer le doivent. Donc, je veux bien reposer la question, mais à ce stade, on a la consigne inverse. Bon, la MSA. C'était automatique pour mars, mais pas pour avril. Bon, ok, bah, on va faire le point là-dessus parce que c'est un sujet qui est quand même assez problématique. Il faut bien entendre que les experts comptables, entre les prévisionnels, les demandes d'activité partielle et les bilans, n'ont pas nécessairement le temps d'envoyer des mails pour faire des demandes de report et négocier des délais aujourd'hui. Hein, donc, il faut vraiment que ça soit simple et automatique, sinon on va pas y arriver. Hein. Ah, oui. Bon, on fera le point là-dessus. Normalement, enfin, justement, on en parlait ce matin avec la MSA, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bloqué les DSN au titre du mois de mars pour que les prélèvements se fassent pas, mais au titre du mois d'avril, ils passent. Donc, si le report n'est pas demandé, les prélèvements passeront. Ok, bon, on va essayer de faire le point avec l'URSSAF là-dessus et puis on fera une communication aux experts comptables sur ce point. Alors, dernière question, Jean-Paul. Oui, je reprends sur le sujet. Pour l'éligibilité, je regardais les documents. Ouais. C'est pas marqué noir sur blanc. Il faudra bien qu'on le précise parce que nous, on ne l'a pas en obligation pour le moment. Mais on verra ça avec Dominique, on va en reparler. Bon. Il est peut-être marqué dans le site pour obtenir. C'est peut-être marqué dans le site pour obtenir l'attestation, Jean-Paul. Il y a une déclaration. Parce que moi, je ne l'ai pas dans les critères. Non, je sais pas, mais il faut aller. Ouais, ça serait bien parce que moi, dans tous les Q&A que j'ai, je ne le vois pas ce point. Vous voyez, on fait du réglage en direct, c'est super. Ouais, je trouve que c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, hein, c'est qu'on est encore en train d'apprendre en marchant et pour lesquels on demande une certaine indulgence là-dessus, puisque comme vous le voyez, ce sont des dispositifs qui sont nouveaux et si on attendait qu'ils soient complètement calés, ils seraient mis en place un peu trop tard. Donc on les met en place, même s'il y a encore des questions qui ne sont pas complètement réglées. Ça fait partie de l'humilité que je disais au démarrage. On est humble là, on construit, mais c'est bien. Mais enfin. Vous comprenez bien, on se retrouve souvent, nous, entre le marteau et l'enclume, puisqu'on a des annonces qui sont pas super claires. Ouais, même quand j'interroge trois spécialistes du sujet, les réponses sont pas limpides. Et de l'autre côté, on a des clients qui nous disent, bon, alors j'ai droit, j'ai pas droit, qu'est-ce que je fais? Pourquoi tu m'as dit que c'était possible, c'est plus possible, je comprends pas, je peux décaler mon URSSAF, maintenant j'ai plus droit à mon PGE. Vous voyez, la situation, elle est vraiment compliquée. Il faut qu'on a les mêmes au téléphone. Exactement. Je vous rassure, on a les mêmes au téléphone, on les a tous les jours, c'est justement à ça qu'on répond. Donc c'est pour ça qu'il faut que la communication entre notre profession et vous soit la plus étroite possible, qu'on puisse communiquer, échanger et collaborer pour essayer d'avancer ensemble, parce que on comprend bien que évidemment c'est très compliqué de mettre en place des dispositifs et d'avoir dans des délais aussi courts, c'est pas simple. Alors dernière question en ce qui concerne le PGE. J'ai eu reçu des mails comme quoi des experts comptables me disent que c'est la banque qui a appelé le client pour lui proposer un PGE. Alors le client a une baisse d'activité, mais il a une trésorerie très excédentaire et donc il n'en a pas besoin. Alors, est-ce que alors je vois Xavier qui sourit. Alors ça, c'est certainement des cas. Vous savez, quand j'ai fait mon introduction, j'ai dit il y a 3 cas. Je vois 3 typologies de demandes. Et puis j'ai dit on peut en rajouter une 4e. C'est l'opportuniste qui n'en a pas forcément besoin immédiatement, mais qui se dit de l'argent à 0,25, voilà, enfin à 0 plus 0,25. Voilà, j'en prendrai bien un petit peu. Donc bon, écoutez, il y a 300 voilà. milliards, voilà. Honnêtement, c'est pas ma priorité, et nous on les dissuade. Hein. Je vous cache pas que nous on les dissuade. On leur dit attendez, il y a des entreprises qui ont besoin, ils savent pas s'ils vont pouvoir payer les salaires à fin avril ou à fin mai. S'il vous plaît, un peu de pudeur. Donc voilà.
Non, mais je crois Jean-Paul, que Xavier a bien compris la question. C'est pas le client qui fait la demande dans ces cas-là. J'ai compris, mais j'ai bien compris la question aussi. Donc, je ne ferai pas de commentaire. Voilà. C'est justement pour ça qu'il y a des cas où il ne faut pas hésiter à nous signaler. On a bien compris la question et on a bien compris ta réponse, Jean-Paul, qui est aussi très claire. Alors, sauf parce que vous ayez des précisions à apporter encore sur le PGE, mais je crois qu'on a fait quand même un tour assez complet. On va parler du fonds de solidarité. Juste un point quand même, blague à part quand même, en termes de politique publique, le point qu'il faut bien comprendre, c'est que vraiment l'État essaye d'apporter les moyens nécessaires aux entreprises en s'appuyant sur tous les partenaires qui peuvent participer à ça, donc que ce soit les experts comptables pour la mise en place ou les propositions à faire, ou que ce soit les banques ou BPI France pour pouvoir apporter réellement la machinerie qui permet de faire fonctionner tout ça, mais c'est quand même de l'argent public derrière. Donc c'est vraiment de l'argent qu'il faut utiliser avec parcimonie, qu'il faut utiliser quand il y en a besoin. Il n'est pas nécessaire de faire des demandes complémentaires quand il n'y a pas de besoin avéré de l'entreprise. D'autant plus qu'on a plein d'entreprises qui ont besoin d'avoir leur expert comptable, qui ont besoin d'avoir leur conseiller bancaire, qui soit à leur disposition parce qu'elles en ont besoin, et que si elles sont noyées sous les flux de gens qui en ont pas vraiment besoin, on va avoir de la casse, et de la casse inutile. Donc c'est vraiment pas souhaitable, il faut y faire attention. C'est pour ça que je parlais dans mes propos introductifs de prioriser à tous les niveaux, à notre niveau, nous, bancaires, au niveau des experts comptables, à tous les niveaux, prioriser les demandes. Exactement. On a fait une conférence lundi sur ce sujet en expliquant aux confrères qu'il fallait évidemment hiérarchiser les priorités et commencer à s'occuper de ceux qui étaient le plus dans le besoin d'un prêt rapide. Alors, en ce qui concerne le fonds de solidarité, on a bien compris qu'il faut que l'entreprise ait un bénéfice imposable avant impôt inférieur à 60 000 € en intégrant toutes les sommes qui ont été versées aux dirigeants, donc les charges sociales incluses. La question qui se pose, elle est simple, c'est si jamais j'ai un résultat déficitaire, est-ce que je peux imputer ce déficit des sommes que j'ai versées aux dirigeants? Et par exemple, j'ai pris 80 000 € de salaire et je sors 30 000 € de perte. Et donc évidemment, moins 30 plus 80, ça fait plus 50, donc je suis bien en dessous des 60. Alors, juste peut-être de la même manière que Jean-Paul a fait une introduction sur le sens du PGE tout à l'heure, je vais me permettre de faire une petite introduction sur le sens du fonds de solidarité, qui porte bien son nom. C'est un fonds de solidarité. Le dispositif a été mis en place puisque, comme vous le savez, il y a eu un renfort très important qui a été décidé par le gouvernement sur le dispositif d'activité partielle qui permet en gros de porter les salaires jusqu'à 5 000 € net. Bon. Et on s'est retrouvé avec le cas de gens qui étaient sur un statut d'indépendant, qui avaient des revenus très faibles, quelques centaines d'euros par mois, et qui allaient, du fait du confinement et de l'arrêt de beaucoup d'activités, se retrouver avec aucun revenu du tout. Et c'est pour ces gens-là que le dispositif a été créé, c'est pour ces gens-là que le gouvernement a souhaité mettre en place un fonds de solidarité. Donc derrière, la question était de savoir où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce qu'on met la barrière pour ceux qui ont droit, ceux qui n'y ont pas droit, comment est-ce qu'on fait les calculs, quels critères, etc. Et donc c'est pour ça que ensuite ça a été décliné pour arriver à ce dispositif-là. Donc, il faut bien voir que le fonds de solidarité, c'est pas une timbale où on a le droit d'aller essayer de taper dedans à chaque fois qu'on a besoin ou qu'on en aurait envie. C'est un dispositif qui est là pour apporter un revenu de remplacement, un revenu de subsistance à des gens qui vont se retrouver dans des difficultés importantes. Donc, justement, la question m'a fait sourire quand j'ai lu si on ne pouvait pas essayer de trouver un déficit qui serait imputable dessus pour voir si on ne pourrait pas majorer les revenus. J'ai quand même posé la question à la DRFI par acquis de conscience, mais la réponse est évidemment non. Un bénéfice, c'est supérieur ou égal à 0, donc on n'impute pas de perte dessus. D'accord. On a bien compris la philosophie. Le problème, Xavier, il ne faut pas jeter la pierre sur les chefs d'entreprise ni sur les experts comptables. C'est que l'annonce qui a été faite est évidemment une annonce politique qui consiste à dire personne ne sera laissé de côté, on va filer 1500 balles à toutes les petites boîtes. Donc ce qu'a compris le dirigeant, c'est j'ai droit à mes 1500 balles, où est-ce qu'ils sont? Vous voyez, donc aujourd'hui ils viennent nous voir les uns après les autres en nous disant je veux mes 1500 €. Alors, mais on a les mêmes. T'as pas vu le petit astérix juste pour vous donner une idée en termes de volumétrie, puisque comme vous savez, l'État a mis en place au départ une cellule pour répondre aux besoins des entreprises. On avait 2000 appels par jour rien qu'en Île-de-France.
Maintenant, on a eu un renfort qui nous a été apporté par les services du Conseil régional, par la CRCI, par la CRMA, la ville de Paris également. L'ensemble des acteurs sont mis dessus. BPIFrance sur les sujets spécifiquement financiers qui les concernaient et les autres cellules sur l'ensemble des sujets. Et on a de l'ordre de 2000 sollicitations par jour. Donc, je vous rassure, les questions que vous posent vos clients, on a les mêmes et même souvent, on les a en double parce qu'ils nous disent « mon expert comptable me dit que, est-ce qu'il n'y a pas moyen de passer à côté ?» quoi. Donc c'est pour ça qu'il est important, c'est pour ça qu'on fait la démarche aussi de répondre à vos questions, même si la réponse ne fait pas toujours plaisir, pour qu'on essaie d'avoir des réponses harmonisées et on tombe sur quelque chose qui soit cohérent. Ça, c'est de votre faute. Hein. C'est dans la fac, il y a écrit « Si mon expert comptable ne sait pas répondre, que dois-je faire? Appeler les services de l'État. » Ah, c'est vous qui avez donné la réponse. Mais du coup, on essaie de vous apporter le plus de réponses possible pour que vous sachiez répondre. Ah, mais en général, c'est pas court. Oui, on est bon. Alors, question suivante. J'ai un exercice social en 2019 qui n'a pas une durée de 12 mois. Est-ce que je dois proratiser mon bénéfice imposable? De la même manière, est-ce que je dois proratiser les sommes qui ont été versées aux dirigeants dans le calcul des 60 000 € de seuil? Bonne question. Si on est dans le cas d'une entreprise qui a été créée depuis février 2019, oui, c'est proratisé. Si on est dans le cas d'un exercice clos qui ne ferait pas 12 mois, bah oui aussi. D'accord, donc on proratise. Et est-ce que si un dirigeant n'a pris une rémunération que sur une partie de l'année, par exemple, il a créé sa boîte, il était dans le cadre du dispositif de l'ACRE, qu'il est indemnisé par le chômage, et puis à partir du milieu de l'année, il a commencé à avoir une rémunération. Est-ce qu'on proratise cette rémunération ou pas? Non. Si on est sur un exercice qui a été clos sur 12 mois, on prend uniquement le montant global de l'exercice. Le seul cas où on proratise, c'est que si on répondait de manière un peu brute, normalement, les boîtes qui ont été créées depuis moins d'1 an ne devraient pas être éligibles. Et en pratique, justement, pour pouvoir apporter un revenu de subsistance à des gens qui ont pu essayer de créer des entreprises alors qu'ils n'étaient pas dans une situation florissante, eh bien, on a accepté de prendre cette notion de proratisation. Ok. Alors, il y a une exclusion qui a été, qui est l'article 7, enfin le numéro, la 7e du dispositif, qui est le fait de ne pas être détenu par une personne morale. Mais on a beaucoup de petites boîtes où une SAS contrôle la société d'exploitation. La SAS, a priori, n'est pas éligible puisqu'elle n'a pas d'activité économique, c'est une sorte d'holding interposée. Elle est elle-même détenue par la société personne physique. Et donc, on ne peut pas faire la demande au niveau de la filiale parce qu'elle est détenue par une société et la société elle-même ne peut pas y prétendre puisqu'elle n'est pas... Alors, comment on fait ? Si on est sur une holding, une activité économique, on a une activité qui est économique quand même. Mais par contre, c'est uniquement la tête de groupe qui peut le demander, oui. À ce moment-là, on fait la demande au niveau de la holding. Y compris si la holding a comme activité uniquement la détention de titres et qu'elle n'est pas une activité holding animatrice. Si c'est un schéma de détention personnelle où vous avez un dirigeant, par exemple, qui a 2 sociétés commerciales, qui a une holding perso qui regroupe ça, il est bien détenu, que si vous prenez le 7e manche, justement, il est bien détenu par une entité qui est une entité commerciale, et donc ça marche. D'accord. Donc, par contre, dans tous ces cas-là, des entités de détention financière ou des choses comme ça, ça marche pas. On est bien d'accord. Hein. C'est-à-dire ? Si vous avez monté une société qui en fait sert à aller porter des participations comme un fonds de fonds, choses comme ça, déjà a priori vous remplissez pas les autres conditions. Mais regarde. Non, en fait, ce qu'on a souvent, très souvent, c'est la holding qu'on a créée en vue de financer le rachat d'une petite société. Donc voilà, vous voulez racheter une boîte qui fait 200 000 €, vous allez voir le banquier, vous empruntez 200 000 € sur la holding, ce qui permet de remonter avec les dividendes. Dans ce cas-là, ça marche au niveau de la tête de groupe. Mais encore une fois, l'idée du fonds de solidarité, c'est un fonds de solidarité. Donc c'est pas pour aller financer n'importe quelle entité financière qui aurait été montée ad hoc pour aller faire des participations, des trucs comme ça. Alors, sur le problème, si vous voulez, c'est qu'à chaque fois, on nous pose des questions en 2 lignes, et quand on la décline, ça s'applique à énormément de cas qui n'ont plus rien à voir avec le sujet, mais on nous dit, vous aviez dit que. On est bien d'accord que dans ce cas-là, c'est uniquement pour des petites entreprises qui auraient, par exemple, un boulanger qui aurait 2 entités de boulangerie, qui aurait, qui consoliderait ça sur sa holding à lui. Là, oui, ça marche. D'accord. Ok. On a des gérants majoritaires qui sont dirigeants en fait de plusieurs sociétés. Voilà, moi j'ai le cas d'un chef d'entreprise qui a plusieurs salons de coiffure. Il en a même plusieurs dizaines.
Est-ce qu'il fait la demande pour l'ensemble de ses salons de coiffure ou comment ça marche? C'est perso, c'est une fois? Alors, ce qu'il faut bien comprendre là aussi, c'est que à l'origine, ce fonds de solidarité, il sert normalement à donner un revenu de subsistance à des gens qui sont très affectés. Donc, en général, c'est des micro-entrepreneurs, c'est des toutes petites entreprises qui ont dû fermer avec la crise, etc. Et donc, en gros, ça se confond assez facilement et très souvent, il n'y a qu'une seule entité. En pratique, on a trouvé beaucoup de gens qui avaient plein d'imagination pour essayer de voir si on ne pouvait pas l'appliquer à des entités beaucoup plus importantes, mais normalement, c'est uniquement dans ce cas-là. Donc, du coup, la réponse dépend du cas. Si vous avez donc le principe général à retenir et qui permet de résoudre beaucoup de questions, c'est que le fonds de solidarité est attribuable une fois par sirène, pas par sirette. Donc, le dirigeant fait la demande sur son compte perso par sirène. Donc, ça veut dire que si c'est salon de coiffure, il a autant d'entités que de sirènes. Dans ce cas-là, il est chacune des entreprises, chacun des salons de coiffure est éligible à l'aide s'il respecte l'ensemble des autres critères. Si par contre, c'est une entité qui a beaucoup d'établissements, donc beaucoup de sirettes, un seul sirène, dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule aide qui est au niveau de la tête de groupe. On est d'accord. Sur le site impôt.gouv.fr, dans mon espace particulier, je peux indiquer plusieurs sirènes d'entreprise. Il faut faire une demande par sirène. Donc, sur le formulaire, on vous demande de rentrer le sirène, et donc vous recommencez avec le nouveau sirène à chaque fois. D'accord. Donc si j'ai 10 salons de coiffure... Pour répondre à une autre question, faut répondre à une autre question là-dessus qui nous a été posée, qui était de savoir pourquoi est-ce que c'est sur l'espace particulier, pas sur l'espace pro. Là aussi, la réponse est en lien avec la question précédente, qui est de savoir pourquoi est-ce que le dispositif a été monté comme ça. Ça a été monté pour apporter un revenu de subsistance à des gens qui ont des très faibles revenus, et donc on a à peu près 500 000 personnes concernées en France. Et le système des impôts qui permettait de tenir la charge avec 500 000 personnes qui allaient le demander sur une période très faible, c'était le système particulier et pas le système entreprise. C'est pour ça que ça a été fait de cette manière-là. Et donc, c'est pour ça que ça se fait sur l'extra particulier et non pas sur l'extranet professionnel. Donc, il faut retourner en pratique, vous allez sur votre espace perso et vous retournez, vous rentrez à chaque fois le numéro de sirène. On est bien d'accord pour répondre à l'autre question qui a été très souvent posée sur le sujet, que vu que l'aide est attribuée à l'entreprise et non pas à la personne, d'une part, c'est bien le RIB de l'entreprise qu'il convient de viser, et d'autre part, s'il y a plusieurs dirigeants, c'est une seule aide pour l'entreprise et pas une aide par dirigeant. Ok, ça c'est clair. Il faut que comme on passe par impôt.gouv.fr personnel, il y a une grosse confusion entre le fait de savoir si c'est une aide personnelle ou une aide pour la société. Mais c'est clair qu'il faut une aide pour l'entreprise. Les choses. Alors, j'en profite pour faire une incise, si vous me le permettez, puisque c'est un sujet sur lequel je m'étais aussi posé la question et sur lequel, effectivement, c'est pas encore traité à ce stade, qui est qu'il a été annoncé par Bruno Le Maire que l'aide serait défiscalisée. Sauf que, quand vous prenez le texte, il est écrit que c'est une subvention et que le deuxième étage peut être une aide complémentaire. Ce qui, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue comptable, comme vous le savez, se traite comme un produit comptable et donc comme un bénéfice, et donc du coup imposé à l'IR ou à l'IS, et donc imposé aux cotisations sociales quand vous prenez un revenu. À ce stade, le point est encore en suspens, mais je crois que c'est un point technique, puisqu'il faut certains supports législatifs pour pouvoir introduire ces dispositions-là. Donc c'est dans les tuyaux, on verra ce qui sera écrit. À ma connaissance, il n'a pas été annoncé que ce serait désocialisé, en tout cas il est annoncé que ce serait défiscalisé. Donc je pense qu'il y aura au moins une disposition sur ce point-là. Ok. Alors, on a le cas d'une cliente qui est gérante majoritaire de son SARL. L'activité, c'est la formation en entreprise. Et donc, évidemment, ses clients sont fermés depuis le 15 mars, puisque elle n'a pas elle-même d'établissement de formation, mais par contre, les établissements de formation, eux, sont fermés. Et elle est juste au-dessus de la perte de 50%, parce qu'elle peut quand même prétendre à l'aide du fonds, parce qu'elle n'est pas éligible. Donc là, c'est les 50% qui fonctionnent. D'accord. Alors, est-ce qu'une pâtisserie ouverte pendant la période peut bénéficier de l'aide des 1 500 € si elle a un CA qui a baissé de plus de 50% par contre? Oui. D'accord. Donc c'est l'un ou l'autre. Hein. On est bien d'accord sur le fait que c'est soit je suis obligé de fermer. Il faut soit avoir été fermé, soit avoir, parce que là aussi, le sujet, c'est qu'à l'origine, le fonds de solidarité a été créé pour notamment les entreprises du secteur du tourisme qui avaient été très largement touchées depuis la fin du mois de février.
Donc on nous dit oui, mais vous comprenez, c'est qu'à partir du 15 mars, non. Il y a beaucoup d'entreprises qui étaient en fait touchées depuis la fin du mois de février, et donc il y a une activité qui a très largement baissé directement au mois de mars. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un critère alternatif qui était soit vous avez eu une obligation de fermeture qui fait qu'effectivement la situation était très compliquée pour le mois de mars, ce qui est le cas de certains commerces, notamment que vous pouvez mentionner tout à l'heure, ou c'est le critère de la baisse du chiffre d'affaires qui s'applique. Ok. Quand on est dans le formulaire et donc on a été obligatoirement fermé, on nous demande quand même d'indiquer la baisse de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il faut vérifier le critère de chiffre d'affaires pour savoir si vous êtes éligible. Ouais, mais si on est fermé, on s'en fout de la baisse du chiffre d'affaires. Bah non, si vous faisiez 1 milliard de chiffre d'affaires, le fonds de solidarité. D'accord. Donc, en fait, non, mais on nous demande d'indiquer le cumulatif, pourcentage. Il faut que ce soit une entreprise de moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, de moins de 60 000 de bénéfices, etc. Donc, on vous demande le chiffre d'affaires pour savoir. Et derrière, il va y avoir des contrôles, je vous rassure. Bien sûr. Non, mais je comprends. On ne nous demande pas, en fait, le chiffre d'affaires. On nous demande la baisse de chiffre d'affaires. Non? Ou alors c'est. Normalement, on vous demande le montant 2019 et le montant 2020. Donc, ce qui permet de savoir où vous en étiez. Ouais. D'accord, mais si j'ai été fermé, même si ma baisse de chiffre d'affaires est que de 10%, j'ai droit aux 1 500 €. Si j'ai été fermé. Si vous respectez les autres critères, oui. Oui, bien sûr, évidemment. On est d'accord. Mais oui, mais c'est justement pour ça que le montant est demandé, oui. Non, je comprends. Alors, la question suivante, est-ce que... oui, alors, on nous demande une attestation de chiffre d'affaires, mais évidemment, parfois, sur 2019, comme j'ai pu vous l'expliquer quand on a échangé sur le sujet, on n'a parfois pas les pièces de nos clients, parce que, évidemment, ils sont en régime simplifié, et ils nous amènent la compta en mois de février-mars. Ils ne nous l'ont pas amené parce qu'ils sont partis en confinement. Et donc, on n'a aucun élément autre qu'un tableau Excel qu'il a pu nous envoyer ou un mail dans lequel il nous dit voilà, c'est ça. Comment on fait une attestation quand on est expert comptable? Comment on fait? On fait comme on peut? Si on respectait strictement la règle, on vous dirait que normalement, arrivé au 15 mars, vous devriez avoir les éléments pour pouvoir tout faire. Bien entendu, vous êtes tous à jour avec l'ensemble de vos clients, comme chacun sait, et ce qui permet donc d'avoir une réponse simple. En l'occurrence, eh bien, c'est, comme vous le savez, c'est une déclaration sur l'honneur à l'origine sur le respect de ces critères-là. Donc, si c'est l'entreprise qui fait elle-même la déclaration, elle doit faire une attestation sur l'honneur qui va avec l'ensemble de sa déclaration. Si c'est l'expert comptable qui le fait, c'est à l'expert comptable, en tant que professionnel qui connaît son client, de dire s'il considère que les chiffres déclarés sont plausibles ou pas. C'est lui qui assume sa responsabilité. Donc le mieux, c'est de laisser le client faire sa déclaration lui-même si la compta n'est pas à jour. Comme ça, on prend pas. Si vous avez des clients où vous avez des doutes vous-même sur la réalité de la comptabilité, normalement déjà vous nous les aviez déjà transmis, cela, donc on aura pu regarder. Mais dans le cas où c'est pas le cas, vous pouvez demander au client d'assumer lui-même de faire la demande, et puis on verra quand la patrouille passera. Alors, encore une question qui concerne cette confusion entre l'espace particulier et l'espace pro. Lorsqu'on a affaire à un dirigeant de SAS, on est évidemment... Alors, pour les entreprises individuelles, on comprend que l'espace particulier, c'est là où on déclare le montant de son bénéfice. Et pour une SAS et un espace professionnel, on va quand même dans l'espace personnel du dirigeant. Et évidemment, une SAS, si elle remplit les critères par ailleurs, a bien droit aux 1 500 €. Oui. On est d'accord. C'est justement pour la raison que je mentionnais tout à l'heure, c'est qu'il fallait un système suffisamment robuste pour être capable de gérer 500 000 dossiers en une semaine, quoi. On est d'accord. La question suivante, vous y avez déjà répondu. Un gérant de plusieurs sociétés peut-il demander l'aide pour chacune d'elles si chacune individuellement remplit les conditions? La réponse est oui. Oui, ce qui veut dire notamment que s'il y a plusieurs sociétés dans un groupe, c'est uniquement la tête de groupe. On est d'accord. On est d'accord. Mais si c'est des détentions directes. Et si c'est des entités qui sont séparées et qui ne sont pas liées au sens du droit commercial, oui. On est d'accord. Question suivante. Dans une SASU, alors là c'est un cas assez particulier, j'imagine, on a un président qui n'est pas l'associé unique, qui lui-même est une personne physique. Le président qui fait la demande de l'associé. C'est le président. Puisque c'est le président qui est mandataire, c'est pas l'associé. D'accord. Ensuite, on a une question. Et encore une fois, on est bien d'accord que la demande et le versement se fait sur le compte de la société. Bien sûr, le RIB, c'est celui de la société.
On a bien compris. Exactement. On a eu beaucoup de questions sur ce sujet-là, justement, où il y a eu une confusion assez importante, du coup, sur la demande. Non, non, on est bien d'accord que c'est une aide qui est versée à l'entreprise. Non, mais le fait de passer par impôt.gouv.fr, ça perturbe tout le monde. Alors, autre question, pour la demande sur impôt.gouv.fr, on doit inscrire le numéro fiscal du chef d'entreprise. Or, lorsqu'on a un gérant qui est de nationalité étrangère, comment on fait? Alors, c'est une question qui nous a aussi été posée. Ça dépend du cas. Puisque, comme vous l'avez noté, pour pouvoir avoir le fonds de solidarité, il faut être à jour de ses obligations fiscales et sociales. Et donc, il y a beaucoup de cas où, notamment, il y aurait une rémunération qui pourrait être perçue par un gérant étranger. Donc, il est donc censé avoir un compte fiscal. Donc, s'il n'a pas de numéro fiscal, ça peut être gênant. Il n'a peut-être pas pour de le cas rémunération où... en France. Ouais, il y a des cas, effectivement, où on peut avoir des gens qui n'auraient pas de rémunération et qui donc auraient légitimement pas de compte fiscal. Il est possible, pour des cas exceptionnels, de faire la demande par papier. C'est aussi... Ouais, mais en sachant que les services fiscaux ont les mêmes difficultés que tout le monde, donc ça veut dire qu'il va falloir faire la déclaration papier, l'envoyer. Alors justement, j'ai posé la question, j'ai pas encore la réponse. A priori, ce serait au SIE et pas au SIP. Il faudra ensuite que ce soit traité papier pour pouvoir être mis dans la moulinette. Donc autant vous dire que le délai des 5 jours qui a été mentionné, là pour ce cas-là, ne sera clairement pas respecté. Mais la demande pourrait être faite avec la date, puisque vous savez que la demande au titre du mois de mars doit être faite avant le 30 avril, et donc ce sera caché de la poste faisant foi. Ok. Alors, le cas suivant, c'est qui est assez fréquent, beaucoup plus que celui-là, en fait, d'avoir un dirigeant de nationalité étrangère qui n'a pas de compte fiscal en France. Oui. Quid d'une société dont on a 2 co-gérants. Alors, c'est une petite boîte. Imaginons qu'elle fasse 50 000 euros de résultats et la rémunération avec les charges sociales de chacun des deux, c'est 10 000 euros. Voilà, quand on additionne les 2 rémunérations des 2 co-gérants et le bénéfice, on est au-dessus des 60 000. Pourtant, c'est une petite boîte. Ils auraient fait chacun leur boîte. Ils auraient eu droit et là, ils n'ont pas droit. Oui. Donc, la réponse est oui. C'est la vie. Ça veut dire que non, non, justement, la réponse à votre question était oui, la réponse qui est écrite, c'est non. C'est-à-dire qu'on ne multiplie pas par 2 les plafonds. Ça reste bien le plafond de 60 000 qui s'applique. Donc, on additionne au bénéfice la rémunération de tous les dirigeants. Et si ça dépasse 60 000, même s'ils sont 12, et qu'ils ont pris que 5 000 euros par mois, 5 000 euros par an chacun, on a. C'est en fait, on a à la fois. C'est 60 000 au total, ouais. Je comprends. Mais en fait, on a un dispositif qui présente des effets d'aubaine. Le cas de mon client qui a 10 salons de coiffure sur lequel il va pouvoir toucher 10 fois 1 500 euros alors qu'il n'en a peut-être pas besoin. Et de l'autre côté, les entreprises vont pouvoir toucher, ouais. Et de l'autre côté, trois associés qui ensemble ont des petits revenus, une petite boîte et qui sont bien embêtés. Dans la restauration, c'est fréquent et qui eux ne pourront pas toucher. C'est un effet pervers. Donc il y a des effets d'aubaine et des effets pervers. Je ne sais pas si ça peut. Je sais bien, mais si vous voulez, le sujet, c'est que, et comme dans tout dispositif, soit vous voulez faire quelque chose qui soit opérationnel en une semaine et qui permette justement d'apporter un revenu de subsistance à des gens qui, enfin, faut le dire clairement, hein, ça va permettre de donner à manger à leurs enfants à la fin du mois. Soit vous voulez un dispositif qui soit ciselé et qui permette d'exclure tous les effets d'aubaine, et ça s'appelle le Code général des impôts, et en général, vous êtes habitué de nous dire qu'il est un peu compliqué. Je suis d'accord. Donc, pour ce dispositif-là, eh bien, on a un dispositif simple qui fait que, oui, il y a quelques angles morts qui ont été limités autant que possible avec la liste des conditions, mais oui, il y a quelques sujets qui sont compliqués à traiter. Alors, ce qu'il faudrait, en fait, c'est tant pis pour les effets d'aubaine. Par contre, si on pouvait trouver un dispositif qui règle les effets pervers, notamment les gens qui sont dans la situation compliquée et qui ne peuvent pas y prétendre pour des raisons qui sont liées à la méthode, ça serait bien. Mais bon, je vous laisse remonter. Normalement, il est encore interdit d'imprimer chez soi sa monnaie. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore ça en stock. On a un dispositif avec un décret et il s'applique. Non, mais enfin, j'essaie de le dire avec un peu d'humour, mais si vous voulez, on a un dispositif qui est compliqué. Comme vous le savez, le fonds de solidarité, ça va représenter de l'ordre de 1 milliard sur l'ensemble de tout ce qui est fait. Si on essaye de ciseler pour que, notamment, si on essayait de faire un texte pour que le PGE puisse être utilisé uniquement dans les cas absolument nécessaires, etc., vous voyez la complexité de ce que ça donnerait aussi, et on nous reprocherait à l'inverse d'avoir un dispositif administrativement trop compliqué. Donc, on essaie de faire quelque chose qui soit autant utilisable que possible et
on compte sur la sagesse des professionnels pour qu'ils soient utilisés à bon escient. C'est compliqué, hein. Alors, parce qu'elle expliquait à un client qui a droit... À moins que vous ayez fait, c'est rare à ma connaissance, le choix d'opter pour du BNC surfacturé, eh bien, vous êtes bien BNC sur encaissement, et donc c'est bien effectivement le critère de la recette nette qui s'applique. Ok. Alors, l'autre question est pertinente aussi, mais j'imagine que la réponse, on l'a déjà devinée. On fait une variation du chiffre d'affaires. C'est pas gentil, ça. Une variation de chiffre d'affaires entre mars 2019 et mars 2020. Mais évidemment, si entre-temps, vous avez embauché 1 ou 2 collaborateurs, votre chiffre d'affaires a pu augmenter, ou la baisse n'est pas de 50%. Pour autant, si on divise le chiffre d'affaires par le nombre de salariés, on a bien une baisse, et cette baisse peut être supérieure à 50%. On peut tous essayer de trouver un critère qui ferait qu'en appliquant un critère défini, on arriverait bien à trouver une raison de nous le donner. Mais là, vous êtes justement dans quelle limite? Ça veut dire qu'on est sur une société où, en gros, on arriverait à la limite des 10 salariés, et puis on serait en limite du million d'euros, mais qu'en fait, si on avait 12 personnes et qu'on est à 1 100 000, alors que si j'étais à 9 et 950 000, bon, c'est très bien, et je comprends la logique, mais en attendant, c'est un fonds de solidarité pour les gens qui sont en grande difficulté. Donc on répète ce qu'on a dit, l'idée, c'est bien d'aider les gens qui ont du mal à finir les fins de mois, quoi. Hein. C'est ça l'objectif, c'est d'être solidaire avec les gens qui sont impactés par l'activité. Ouais. Qui n'ont pas droit à l'activité partielle, pas droit au chômage, puisqu'ils sont dirigeants d'entreprise, donc ni l'un ni l'autre, et qui n'ont plus de revenus du fait de la fermeture ou de la baisse de leur activité. C'est ça l'esprit, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. La réponse, si vous voulez, il y en a plusieurs. D'une part, donc pour la partie salariée, c'est l'activité partielle. Pour les besoins de trésorerie, c'est le PGE. Pour les dirigeants qui sont dans des structures extrêmement fragiles, c'est le fonds de solidarité. Et on travaille par ailleurs sur les questions qui sont laissées en suspens pour les entreprises en difficulté, puisque là, concrètement, si vous avez une société qui ne serait pas éligible à un PGE, malgré le soutien de l'activité partielle, etc., qui fait qu'il pourrait pas y avoir un mini-revenu pour le dirigeant s'il n'est pas éligible dans les critères. On est dans les quelques cas qui sont malheureusement assez nombreux, on le sait, où on est encore en train d'y travailler, mais j'ai pas d'annonce à vous faire aujourd'hui sur ce sujet-là, quoi. Ok. Alors, une dernière question sur vous voyez bien le piège du sujet quand même, qui est que à partir du moment où vous trouvez une solution pour ouvrir un peu les vannes sur des entreprises de ce type-là, vous imaginez combien ça va coûter et la légitimité de l'ensemble des demandes, quoi. Ah non, mais c'est clair. Alors, dernière question sur le fonds de solidarité. On a perçu 800 €, donc c'est un cas d'exclusion si on est en arrêt maladie. Est-ce qu'on tient compte de ce qu'on a effectivement caissé en mars, ou est-ce qu'on tient compte des ouvertures de droits de mars qui seraient réglées en avril? C'était bien tenté, mais c'est effectivement celle au titre de mars. D'accord, donc c'est ce qu'on a perçu effectivement en mars. Non, c'est celles qui sont touchées au titre de mars. Si vous avez quelqu'un qui s'est mis en arrêt maladie du 10 au 30 mars et qui fait la demande en avril, eh bien le montant qui va être touché au titre des IJ du 10 au 30 mars, il faut prendre en compte. Donc si par contre j'ai touché en mars des IJ relatives à un arrêt maladie en janvier ou février, il n'y a pas de problème? Non, pas de problème. Ok, super. Alors, si vous voulez, là aussi, l'idée, c'est qu'on a des gens qui ont pu être touchés, notamment, il y a des femmes, surtout des familles monoparentales, des gens fragiles, etc., qui ont pu avoir la demande d'indemnité journalière, justement parce qu'il fallait qu'elles puissent garder leurs enfants et qu'elles n'ont pas pu travailler pendant cette période-là, avec la fermeture des écoles. Donc, il y a eu le fonds de solidarité qui a été mis en place, à condition qu'elles n'aient pas déjà été prises en charge au titre des IJ. S'il n'y a pas de doublon. Ok. Alors, on est hyper en retard. On va rapidement maintenant passer, si vous le voulez bien, on va essayer de traiter ça en un petit quart d'heure. Des questions qui sont encore remontées en matière d'activité partielle. La première, j'en reçois encore, j'en ai encore eu une dizaine ce matin, de consoeurs et de confrères qui s'interrogent sur le fait qu'ils n'ont toujours pas eu leur code d'accès. Il semblerait que ceux qui ont mis en place la gestion déléguée pour leurs clients ont plus de mal à en avoir que les entreprises qui sont passées en direct. Ils vont arriver le 15 avril avec inquiétude, puisque la rétroactivité n'est que de 30 jours. Comment on fait? Et alors, indirectement, la question, Jean-Paul, vous pourrez certainement rebondir dessus.
Est-ce que si on est capable de démontrer qu'on a une demande d'activité partielle en cours, qu'on n'a pas pu encore instruire parce qu'on a eu un problème avec le site de la Directe, est-ce qu'on pourrait imaginer que les banques préfinancent le remboursement qu'on espère obtenir cette fois-ci en mai? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de code encore à l'heure actuelle? Est-ce qu'on continue à attendre? Est-ce que ça va se régler? Est-ce que vous pensez que le délai de 30 jours va être allongé? Comment ça marche? Alors, sur les codes, etc., normalement, les moulinettes de l'ASP font que c'est censé être traité depuis cette semaine. On a encore quelques cas qui nous remontent, et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à les contacter directement pour pouvoir avoir les codes qui vous permettent d'accéder au compte des clients. Sur le délai des 30 jours, on a bien identifié le sujet, on est encore en train d'y travailler, mais la question, à mon sens, est plus la trésorerie qui permet d'assurer la paye que le fait de savoir si on prendra en compte les demandes, tant que forcément vous n'avez pas mis 6 mois à les traiter, quoi. Jean-Paul, si on va voir le banquier avec la liste des salariés qu'on a placés en activité partielle, alors on n'a pas la preuve du dépôt puisqu'on n'a pas réussi à se connecter, est-ce que c'est possible d'imaginer que les banques financent sans garantie de la Directe? Je ne sais pas. Mais là, ça rentre, je ne vais pas refaire le détourner sur le pont de trésorerie avec le PGE, mais ça rentre dans les charges de calcul, etc. Ça fait partie de la demande de PGE. Donc après, est-ce que la demande va être servie rapidement et est-ce qu'on va pouvoir mettre le PGE de façon assez rapide? Est-ce qu'il ne va pas falloir faire un pont d'avant avec un peu de découvert avant le décaissement du PGE? C'est ça le sujet, en fait. C'est ça le sujet. Ouais. C'est un sujet plutôt pour les banques. Pour votre info, on s'était posé la question de savoir si on pouvait le faire, notamment avec BPI France. Et c'est extrêmement compliqué, donc on a abandonné l'idée parce que ça requérait d'avoir une identification du montant relatif spécifique des salaires alors que BPI France ne connaît pas l'ensemble des éléments de l'entreprise, etc. Donc on a fait... on n'a pas pu le faire. Donc s'il y a un sujet de dépôt là-dessus, normalement, je dis l'ensemble des comptes sont censés être reçu. Je vous ai envoyé, je ne sais pas si vous avez pu le transférer à vos membres, et je vous ai envoyé le pas à pas sur la demande d'activité partielle qui fait que ça vous explique quel mail vous devez recevoir avec quels critères, etc. Et donc de savoir exactement où vous en êtes. Il est plutôt bien fait. Hein, c'est pas moi qui l'ai fait, je le dis avec d'autant plus de confort. Mais il est plutôt bien fait, ça vous permet de savoir où vous en êtes, notamment si vous n'avez pas eu le 3e mail qui vous permet le rattachement de l'établissement pour pouvoir faire vos demandes. Donc contactez l'ASP là-dessus et on regardera avec autant de bienveillance que possible. D'accord. Alors, la question d'après est la suivante. Est-ce qu'il y a un délai de prévenance à respecter par l'employeur envers les salariés pour les mettre en activité partielle? Si on a un CSE et si on n'en a pas? Non. Dans les deux cas, il y a par contre plusieurs points importants. Le premier, c'est que il faut si on respectait le sujet habituel, comme vous le savez, vous êtes censé consulter votre CSE avant, faire la demande en 15 jours avant, etc. Dans le cadre de la crise, spécifiquement en ce moment, qu'on ne me dise pas après la crise qu'on avait dit que, hein, on est bien d'accord, c'est dans ce cas-là, vous pouvez remettre les éléments relatifs au CSE que dans les 2 mois après la fin de l'urgence. Vous savez également que les élections relatives au CSE ont été repoussées. Et vous savez également qu'il a été précisé depuis, uniquement les entreprises de plus de 50 salariés ont besoin de consulter leur CSE dans le cadre de leur demande d'AP. D'accord. Donc voilà, ce qui est important par contre, c'est que vous informiez vos salariés du fait que vous alliez le faire et que chacun des salariés soit réellement informé de la période pendant laquelle il est en AP. Pour votre info, on a eu quelques nouveaux signalements qui commencent à devenir assez nombreux sur des entreprises qui s'amusent à mettre leurs salariés en AP tout en leur demandant de travailler. Comme je vous l'ai dit, la patrouille sera au rendez-vous. Non, mais c'est clair. Au-delà du risque de contrôle qui peut ne pas faire peur vu la quantité d'entreprises qui seront susceptibles d'être contrôlées, à mon sens, le plus gros risque vient évidemment d'un contentieux prud'homal avec le salarié qui, s'il est capable de démontrer qu'il a travaillé pendant la période d'activité partielle, pourra demander une indemnité pour travail dissimulé, c'est 6 mois de salaire, sans compter les éventuelles heures supplémentaires. C'est en fait le risque que prend l'employeur avec un salarié à le faire travailler pendant la demande d'activité partielle devant un tribunal de prud'homme est à lui seul, à mon sens, complètement dissuasif. Il faut être complètement dingue pour faire un truc pareil.
Voilà, donc le message, moi je sais que je l'ai passé à tous mes clients et j'imagine que mes confrères ont fait exactement de même. On n'est jamais à l'abri que le salarié aille au prud'homme réclamer une indemnité pour travail dissimulé, c'est 6 mois. Donc ça va très vite et c'est pas la peine de sortir de la crise pour se retrouver pendu après avec des conséquences prud'homales incroyables. Non, puis sans compter que c'est du travail illégal, hein, juridiquement. Donc si jamais vous avez un salarié qui se blesse, donc il est en train de travailler à ce moment-là. Non, c'est du travail dissimulé, c'est 6 mois de salaire. Donc on est d'accord sur le fait que c'est absolument impossible de faire ça. Question suivante, on a souvent des salariés qui n'ont pas de numéro de sécurité sociale. Alors si on arrive à en obtenir un, après, est-ce qu'on pourra faire une demande a posteriori? A priori, oui. On est en train de regarder le sujet. Justement, ça fait partie des points qui sont abordés dans le pas à pas que je vous ai envoyé. Ok. La question d'après, on va peut-être la passer parce qu'elle est compliquée. Alors, ou alors rapidement. Je ne sais pas si vous l'avez eu le temps de la regarder. Il y a un nombre de questions là-dessus. C'est incroyable. On en revient au sujet qui était discuté la dernière fois. Et ce qu'il faut bien comprendre pour essayer de faire simple, c'est que le but du jeu, c'est que vous vous retrouviez avec un mois qui soit couvert sur une durée cohérente avec la durée effectivement appliquée aux différentes périodes. Donc, si vous avez, par exemple, je sais pas moi, 2 semaines dans le mois sur lesquelles vous étiez en AP. Bon, pour pouvoir avoir le montant correspondant à à cette période-là qui soit cohérent avec le montant de l'indemnité d'activité partielle, donc le montant de l'allocation de congé payé, d'indemnité de congé payé, il faut bien que vous preniez le montant de l'indemnité de congé payé, vous le divisez par le nombre de jours ouvrés et vous multipliez par le nombre de jours pendant lequel vous êtes en AP. Si vous vous basez sur la base de 160. Bah oui, parce que c'est la question qu'avait posée Mélanie la dernière fois, relative au fameux 151-67. Si vous faites ça, allez-y, mais vous allez vous retrouver quand vous allez prendre en compte le nombre de jours d'AP avec quelque chose qui va être complètement incohérent. Donc c'est pour ça que la méthode de la Cour de cassation, c'est de dire vous divisez par le nombre d'heures ouvrées sur une base 7 heures par jour sur le mois, vous multipliez par le nombre d'heures d'AP sur une base 7 heures par jour, là aussi, et puis vous allez arriver sur le nombre de jours qui ont été travaillés qui correspondent au salaire habituel et le nombre de jours que vous êtes en AP là-dessus. Et ce qui fait que pour la totalité de votre mois, là aussi c'est cohérent, c'est que, y compris d'ailleurs si vous avez des salariés qui sont au forfait, c'est que vous allez prendre l'indemnité de congé payé, vous allez diviser par le nombre d'heures réellement travaillées, travaillables, multiplié par le nombre d'heures, donc ça va être sur soit 6 et 154, mais c'est le nombre d'heures, de jours ouvrés fausserait, et puis vous allez retomber sur le monté de l'indemnité de congé payé, c'est complètement cohérent. Donc, là, dans l'exemple qui est à l'écran, on a un salarié qui touche un salaire pour 39 heures par semaine. Je prends le montant de son salaire. Vous êtes en train de me reposer les mêmes questions que la semaine dernière. On va peut-être s'y reposer. Voilà. Après, promis, on n'en parle plus. Est-ce que sur le sujet du logiciel, la seule réponse que je peux faire, c'est qu'il faut qu'ils mettent à jour le logiciel que vous voulez répondre d'autres. D'accord, mais si je comprends bien, ni la réponse qui consiste à diviser par 151,67 est bonne, ni celle à 169 est bonne. Il faudra diviser, en l'occurrence au mois de mars, par 154. C'est-à-dire en fait le nombre de jours multiplié par 7. Dans la question, il y a plusieurs sujets. Sur le calcul du 151 heures, je vous avais donné la réponse la semaine dernière. À mon sens, le plus simple, c'est la méthode de la Cour de cassation parce que ça vous permet de prendre en compte les différentes périodes du mois. Et sur le sujet des 39 heures, il y a 2 cas. Le cas où vous êtes sur des 39 heures liées à un binôme de RTT qui fait qu'en pratique, vous êtes bien payé sur une base 35 et que c'est le nombre de RTT futurs qui va baisser puisque vous avez une période non travaillée. Et pour ceux qui sont sur une base 39 structurelle, pour ceux-là, les heures sup sont plus prises en compte. Et donc, vu que le montant des heures sup est pris en compte dans l'indemnité de congé payé, ce montant est bien pris en compte pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle. Le seul cas où le salarié va y perdre, c'est notamment le sujet du GNI, le seul cas où le salarié va y perdre, c'est si vous avez quelqu'un qui travaille par exemple quelques heures dans la journée, donc pour lequel il n'y a plus d'heures sub sur les jours qui sont travaillés, et pour lesquels ces jours-là vont bien être plafonnés à 7 heures par jour. Et donc dans ce cas-là, effectivement, les heures sub des jours travaillés ne sont plus prises en compte. Ok. Bon, on espère que c'est clair pour tous maintenant. Et 2 petites dernières questions. En ce qui concerne la demande d'indemnisation pour l'activité partielle, à quoi correspond la case forme d'aménagement? Ça, pour avoir plus de détails, je vous renvoie là aussi au pas à pas que je vous ai envoyé qui permet d'expliquer tout ça à vos collègues. La forme d'aménagement, c'est la modulation du temps de travail pour les cas particuliers.
Et alors, dernière question, elle est très simple en fait. Le site de la Direct n'accepte pas les RIB de banques européennes qui respectent la norme CEPA. Il faut avoir nécessairement un compte en banque en France. Comment on fait quand on n'a pas de compte en banque en France? C'est le site de l'ASP, hein, c'est pas le site de la Direct. Mais en théorie, on est censé pouvoir les avoir. On a déjà eu des signalements là-dessus et on a fait remonter le point déjà. Mais j'ai pas encore de réponse définitive sur ce sujet-là. Ok. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous aviez un mot à rajouter. On a bien compris, Jean-Paul, qu'on était tous dans une situation compliquée, qu'il fallait qu'on s'entraide et qu'on travaille ensemble. On est bien d'accord avec ça. S'il y a un mot de conclusion, c'est solidarité collective. On est ensemble, on est tous ensemble. On est d'accord. Et pareil, avec la Direct, je sais le travail que vous faites et l'énergie que vous y dépensez. C'est pas simple d'avancer quand on n'a pas toutes les cartes en main et que les décisions du matin viennent modifier celles de l'après-midi. Enfin, c'est compliqué. Donc, merci à tous pour le temps que vous avez consacré. D'avancer avec vous. Merci en tout cas. Merci pour l'organisation. On est là pour ça. Dominique. Sollicitez-nous en cas de besoin. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, Xavier. Au revoir à tous.